Ma belle-mère, Agnès, est âgée de 62 ans et paralysée depuis 4 ans. Soudain, son ventre a gonflé comme si elle était enceinte de 8 mois. Mon mari, Jean, a installé une caméra cachée et a été profondément choqué par la scène qui s'est déroulée devant lui. Cet après-midi-là, je venais de rentrer de Carrefour. Je portais encore 2 sacs de légumes et quelques filets de cabillaud à poêler pour le dîner. Dès que je suis entrée dans la chambre de ma belle-mère, j'ai senti mon cœur tomber comme une pierre. Agnès, 62 ans et paralysée depuis 4 ans, était allongée sur le côté dans son lit, une épaisse couette sur le ventre. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas son visage habituellement pâle, mais son ventre anormalement gonflé qui saillait, exactement comme celui d'une femme sur le point d'accoucher. Je suis restée figée pendant plusieurs secondes, croyant avoir une hallucination. Je me suis même pincé le bras pour m'assurer que ce n'était pas un rêve. Durant ces 4 années, c'était moi qui l'avais personnellement lavé, changé ses protections et massé. Je connaissais chaque courbe de son corps. Ce ventre n'était absolument pas normal. J'ai laissé tomber les sacs de course par terre, je suis sortie en courant et j'ai crié fort. « Jean, viens vite ici !» Jean est arrivé en courant de la terrasse et, avant même qu'il ait pu demander ce qui se passait, il s'est arrêté net à la vue de sa mère. Il a fait un pas lent en avant, la voix balbutiante. « C'est impossible. Maman est paralysée depuis 4 ans. Pourquoi son ventre est comme ça ?» J'ai vu ses mains trembler en retirant la couette pour mieux voir, et son visage est devenu livide. La pièce est soudain devenue étouffante. Le seul son audible était le bourdonnement de la chaudière et la respiration lourde de ma belle-mère. Juste à ce moment-là, mon beau-père, Luc, est entré du jardin. Il a jeté un regard rapide et a froncé les sourcils. Sa voix était cassante. « Les personnes âgées ont le ventre gonflé. Qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Vous faites des histoires comme si quelqu'un était mort. » Je me suis tournée et je l'ai regardé, espérant voir au moins une once d'inquiétude, un peu de panique de la part d'un mari qui avait vécu avec elle pendant des décennies. Mais non, son visage était inexpressif et froid. Il semblait même irrité que nous fassions une scène. C'est précisément cette froideur qui m'a donné plus de frissons que ce ventre étrange. Jean a immédiatement dit « J'emmène maman aux urgences tout de suite. Quelque chose de grave ne va pas. » Mais Luc a agité la main d'un geste dédaigneux, la voix ferme. « L'hôpital, ça prendra toute la nuit et ils ne feront rien de toute façon. J'ai fait venir quelqu'un de la médecine alternative, a-t-il dit. C'est juste de la rétention d'eau. Donnez-lui un peu de cette tisane pendant quelques jours et ça se calmera. » J'ai entendu le mot « rétention d'eau » et j'ai eu un pincement au cœur. Si ce n'était que ça, pourquoi sa respiration était-elle si difficile? Pourquoi son ventre était-il dur comme de la pierre? Je me suis penchée près du lit et j'ai vu un bol de soupe encore tiède et une bouteille sans étiquette de remède naturel sur la table de chevet. Sur le bouchon de la bouteille, il y avait encore quelques grains d'une poudre blanche. Un frisson a parcouru mon échine. Ma belle-mère a gémi faiblement. Ses lèvres étaient bleuâtres. Sa main décharnée tremblait alors qu'elle cherchait le bord de mon pull. Je me suis penchée plus près et j'ai vu que ses yeux étaient rougis par les larmes. Elle me regardait avec un air suppliant. Elle a essayé d'ouvrir la bouche mais n'a pu émettre qu'un murmure indistinct. Son regard semblait vouloir dire quelque chose, comme si elle me suppliait de ne faire confiance à personne. J'ai serré sa main fort. J'avais une boule dans la gorge. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler le SAMU, mais Luc a hurlé. « Tu n'es que la belle-fille. Ne sois pas irrespectueuse. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Si je dis qu'on n'y va pas, on n'y va pas. » Ces mots ont été comme une gifle. J'ai essayé de me contenir. Jean a regardé son père, puis moi. Son regard était partagé entre le devoir filial et l'inquiétude pour sa mère. Nous avons entendu des chuchotements venant de la rue, derrière la haie. Les voisins avaient entendu nos voix fortes et commençaient à regarder. J'ai clairement entendu quelqu'un murmurer. « Mon Dieu, le ventre d'Agnès est énorme. On dirait qu'elle est enceinte. » Mes oreilles brûlaient. Je n'avais pas peur qu'on parle de moi, mais j'avais terriblement peur qu'on fasse de sa mère un sujet de commérage. Une femme de 62 ans, paralysée depuis 4 ans, devait maintenant subir de tels bavardages. C'était si douloureux. Je suis retournée vers le lit et j'ai remonté la couette pour cacher son ventre, comme pour la protéger de tous les ragots extérieurs. Jean s'est penché et a touché le front de sa mère. Sa voix s'est brisée. « Maman, où as-tu mal ?» Elle a juste gémi faiblement. Des larmes coulaient le long de ses tempes. Je sentais sa respiration devenir plus lourde à chaque minute qui passait. Luc était toujours là, les bras croisés, avec une mine renfrognée. Je vous l'ai dit, ce n'est rien de grave. N'exagérez pas. Je l'ai regardé longuement.
Dans ses yeux, il n'y avait aucune trace d'inquiétude, seulement de l'irritation. Et c'est à cet instant qu'un soupçon diffus, mais extrêmement clair, a commencé à germer en moi. Je me suis penchée, j'ai serré fort la main de ma belle-mère, et j'ai chuchoté à l'oreille de Jean, assez bas pour que nous soyons les seuls à entendre. Je sens que quelque chose ne va pas du tout, Jean. Ce n'est pas une maladie ordinaire. Fais-moi confiance. Ce n'est pas si simple. Nous devons découvrir la vérité nous-mêmes. Jean m'a regardé. Ses yeux étaient à la fois confus et déterminés. Et à partir de ce moment, j'ai su que cette maison serait bientôt frappée par une tempête immense que personne n'aurait jamais pu prévoir. J'ai entraîné Jean dans la buanderie. Là, le bruit de la ventilation et de l'eau courante pouvait étouffer un peu notre conversation. Je ne voulais pas que sa mère entende nos soupçons, et encore moins les voisins dehors. L'atmosphère dans la maison était tendue comme une corde de violon. Jean s'est appuyé contre la machine à laver. Ses yeux étaient rouges. Sa voix tremblait encore. « Tu penses vraiment que papa est impliqué dans quelque chose ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans répondre directement. Certaines choses, si elles sont dites, deviennent des accusations, mais ne pas les dire serait une trahison envers sa mère. J'ai seulement dit lentement « Je n'ose accuser personne, mais je suis sûre d'une chose. Le ventre de maman ne peut pas simplement enfler comme ça, sorti de nulle part. Ma belle-mère a eu un AVC il y a 4 ans. Ce jour-là, elle était encore en bonne santé. Le matin, elle avait arrosé les fleurs. À midi, elle avait cuisiné. Ce n'est qu'après une soudaine crise de vertige qu'elle s'est effondrée, la moitié de son corps paralysé. Les médecins à l'hôpital ont diagnostiqué un AVC. Depuis ce jour, elle est alitée. Au début, Luc était encore attentionné, posant toutes sortes de questions aux médecins, s'occupant des frais d'hospitalisation et des aides matérielles. Mais après seulement quelques mois, j'ai commencé à le voir changer. Il devenait facilement irritable, criait souvent et regardait sa femme malade comme si elle était un fardeau. Une fois, je l'ai entendu marmonner une phrase qui me hante encore. Si elle doit être malade comme ça tout le temps, qui peut supporter ça? À l'époque, j'ai cru qu'il était simplement épuisé. Je me suis dit que c'était naturel pour un homme âgé et stressé de dire de telles choses. Mais plus le temps passait, plus son ton devenait froid. Je suis sa belle-fille, pas son enfant biologique. Mais durant ces 4 années, la personne qui s'est le plus occupée de sa mère, c'est moi. C'est moi qui la lavais, changeais ses protections et massais ses mains et ses pieds chaque soir. Je savais exactement comment son corps changeait. Je savais quand une nouvelle callosité apparaissait sur son talon. Je savais si son inconfort venait de douleurs articulaires ou de gaz. Et c'est précisément pour cela que je ne pouvais absolument pas accepter que son ventre ait soudainement gonflé comme un ballon. Car elle était maigre, son ventre un peu flasque à cause de l'âge, mais jamais proéminent et dur comme de la pierre. J'ai déjà soigné des malades. Je sais à quoi ressemble un gonflement dû à la rétention d'eau. Mais si c'était le cas, pourquoi le cacher? Pourquoi ne pas l'emmener chez le médecin dès l'apparition des symptômes? Au lieu de cela, Luc se comportait comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Jean est un homme au bon cœur. Je l'ai épousé parce qu'il aimait sa famille, ne buvait pas et ne jouait pas, mais sa bonté devenait parfois une faiblesse. Il avait peur de la colère de son père. Chaque fois que Luc criait, Jean se taisait et cédait. Il disait souvent « Papa est vieux, pourquoi se disputer avec lui ?» Mais je comprenais qu'il y a des problèmes qui ne font qu'empirer si on les ignore, surtout quand c'est sa propre mère qui est alitée. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai raconté à Jean les choses que j'avais remarquées depuis longtemps, mais que j'avais gardées pour moi. Dernièrement, papa a souvent ramené des bouteilles de liquide sans étiquette. Il disait que ça venait d'une connaissance, que c'était pour qu'elle aille mieux et pour soulager la douleur. Il ne me laissait pas les toucher et ne te laissait pas non plus poser de questions. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, il me foudroyait du regard. C'est un expert qui m'a donné ça. Qu'est-ce que tu y connais? Une fois, je l'ai vu verser une poudre blanche dans sa soupe. Il a dit que c'était un complément alimentaire. Puis il a lui-même porté le bol dans la chambre de maman. Je lui ai proposé de prendre le relais. Mais il a repoussé ma main. Non, je le fais moi-même. Cela semblait être des mots ordinaires, mais dans le contexte d'un mari qui était chaque jour plus amer envers sa femme malade, c'était devenu très étrange. J'avais aussi remarqué que Luc sortait souvent le soir. Pas pour prendre un café avec les copains du quartier comme avant, mais il se faufilait dehors. Il disparaissait rapidement et rentrait très tard. Un soir, alors que j'étendais le linge sur la terrasse, je l'ai entendu parler au téléphone en bas dans le jardin. Sa voix était basse mais distincte. « Attends encore un peu. C'est bientôt terminé. » Je me suis figée.
Mon cœur battait la chamade, mais quand j'ai fait un pas pour m'approcher, il a immédiatement raccroché, s'est retourné et m'a demandé sèchement: « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai fait semblant de chercher quelque chose. Je venais juste chercher une pince à linge. Il m'a dévisagé un instant avant de rentrer dans la maison. Depuis ce jour, j'ai toujours senti qu'il y avait un coin sombre dans cette maison que je n'avais jamais touché. Une fois, le téléphone fixe a sonné puis s'est tu. J'ai vu l'appel manquer. Le nom était Isabella. J'ai essayé de me souvenir de qui il s'agissait. Mais dans la famille de Jean, il n'y avait ni tante ni cousine nommée Isabella. J'ai demandé nonchalamment pendant le dîner: « Luc, quelqu'un a appelé cet après-midi. Une certaine Isabella. » « C'est qui ?» Luc a violemment posé sa cuillère sur la table. Ses yeux n'ont pas rencontré les miens, mais sa voix était tendue. Affaire d'adulte. Tu n'as pas besoin de poser de questions. Un silence de plomb s'est abattu sur la table. Jean a voulu dire quelque chose, mais il s'est ravisé et a continué à manger, le regard fixé sur son assiette. Je n'ai plus posé de questions, mais cette réponse a fait que le nom Isabella est resté comme une épine dans ma gorge. Le point culminant a été atteint un jour où je suis passé devant la chambre de Luc et je l'ai vu tenir une pile de documents. Il marmonnait très vite. Il faut régler rapidement le changement de propriétaire sur le titre de propriété pour pouvoir enfin respirer. Avant même que j'aie pu comprendre de quel changement de propriétaire il parlait, il a attrapé la pile de papier et l'a fourrée dans un tiroir de la commode en me fusillant du regard. « Qu'est-ce que tu regardes ?» J'ai répondu avec raideur que j'allais chercher une serviette, mais intérieurement, j'étais inquiète. Quel changement de propriétaire devait se faire en secret, comme un voleur? Et pourquoi cette affaire de titre de propriété surgissait-elle précisément au moment où sa mère était gravement malade et où son ventre commençait à enfler? Je me suis tournée vers Jean et j'ai dit, à voix basse mais fermement: « Réfléchis, Jean. Si ton père n'était pas coupable, il serait celui qui paniquerait le plus et appellerait une ambulance immédiatement. Mais il a une peur bleue de l'hôpital. Les gens n'ont peur de l'hôpital que lorsqu'ils ont peur que quelque chose soit révélé. » Jean a serré les poings. Sa voix était tendue. Il est resté silencieux très longtemps. Puis il a dit d'une voix rauque: « Je ne veux pas le croire, mais je ne peux pas non plus fermer les yeux. » J'ai hoché la tête, me sentant à la fois blessée et glacée. Suspecter son beau-père est quelque chose que personne ne veut faire, mais tous ces signes continuaient de s'accumuler. Tous pointaient dans la même direction. Jean s'est approché de la porte de la buanderie, a regardé vers la chambre de sa mère où le son de faible respiration se faisait encore entendre. Il s'est retourné et sa voix semblait arrachée de sa poitrine. « D'accord, si papa ne veut pas nous le dire, nous le découvrirons nous-mêmes. » Puis il a sorti son portable et a commencé à écrire un message à un ami qui travaillait dans l'électronique. J'ai tout de suite compris ce qu'il allait faire. Installer une caméra ne visait pas à espionner pour satisfaire une curiosité, mais à sauver sa propre mère alors que toutes les voies de communication étaient fermées. Je n'ai répondu qu'une seule phrase, basse mais déterminée. « Fais-le, Jean, mais nous devons être extrêmement prudents. Un seul faux pas, et nous pourrions tout perdre. » Le lendemain matin, Jean a annoncé à son père qu'il devait partir pour une urgence professionnelle et qu'il ne rentrerait probablement pas avant tard. Je me tenais à côté de lui, acquiesçant comme d'habitude et essayant de garder un visage aussi calme que possible. À l'intérieur, je sentais une tension prête à rompre. Un seul souffle profond aurait pu la faire éclater. Luc nous a regardés un instant. Son regard semblait me transpercer la peau. Puis il a ricané. « Allez-y alors, mais ne faites pas de vagues ici. » J'ai baissé les yeux. « D'accord, Luc. Bien que j'ai dit cela, une seule pensée occupait mon esprit. S'il avait vraiment quelque chose à cacher, il serait extrêmement sensible au moindre changement. Nous devions donc agir aussi naturellement que possible. Vers midi, l'ami de Jean est passé avec une mini-caméra, un type qui se fixe avec un aimant, en forme de chargeur de téléphone ordinaire. Jean m'a demandé de monter la garde dans la cuisine. Pendant ce temps, il s'est glissé dans la chambre de sa belle-mère sous prétexte de veiller sur elle. J'ai entendu ses pas, légers comme ceux d'un chat, puis le bruit de la porte se fermant doucement. Quelques minutes plus tard, il est ressorti, les mains cachées dans les poches de son pantalon. Ses yeux ont rencontré les miens dans un regard rassurant. C'est fait. J'ai simplement hoché la tête. La caméra était placée dans un coin discret, mais l'angle était suffisant pour voir la table de chevet à côté du lit, où le bol de soupe et le verre étaient habituellement posés, ainsi que les mains de la personne qui la nourrissait. Le plus important était que la caméra puisse capter une partie du lit et la couette sur le ventre, assez pour que nous puissions voir toute action anormale. L'après-midi,
J'ai cuisiné comme d'habitude, j'ai sorti les plats pour mon beau-père et j'ai dit quelques mots à ma belle-mère comme tous les autres jours. Le plus difficile était de ne pas laisser mes mains trembler en lui tendant l'assiette. De m'assurer que ma voix ne se brise pas en disant « Bon appétit ». Luc a mangé très vite. Quand il a eu fini, il a posé ses couverts, est entré dans la chambre de ma belle-mère et a fermé la porte. Je me tenais dehors, me répétant de rester calme. Dans de tels moments, il est incroyablement facile d'agir de manière précipitée, ce qui ne ferait que donner l'avantage au coupable. Ce soir-là, Jean est rentré plus tôt que prévu. Il a fait semblant de se plaindre d'être fatigué, a mangé un peu rapidement et m'a dit « Tu peux débarrasser, chérie ? Je veux me coucher tôt, je dois me lever tôt demain encore. » Luc lui a jeté un regard rapide et a semblé satisfait de l'obéissance de son fils. Puis il est également allé dans sa chambre. La maison s'est éteinte tôt. De l'extérieur, elle paraissait aussi calme que tous les autres soirs. Mais à l'intérieur, l'attente me rendait la respiration difficile. Jean et moi étions allongés côte à côte, les yeux fermés, mais incapables de nous endormir. Ce n'est que lorsque la maison fut complètement silencieuse que Jean a sorti son portable et a ouvert l'application connectée à la caméra. La lumière bleutée de l'écran éclairait son visage, donnant à ses traits habituellement doux une expression extrêmement tendue. Je me suis assise, me suis appuyée contre la tête de lit, et j'ai tiré la couette pour masquer la lumière, afin qu'elle ne filtre pas à l'extérieur. Jean a baissé le volume au minimum. Nous fixions l'écran comme deux personnes regardant dans un puits sombre. Chaque craquement du parquet dehors, chaque courant d'air s'infiltrant par les fentes des fenêtres me faisait sursauter. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Dans ma tête, je me répétais « N'espère rien, ne te calme pas. Fais face à la vérité, aussi terrible soit-elle. » Juste avant l'aube, alors que je pensais que la nuit passerait sans incident, la porte de la chambre de ma belle-mère s'est soudainement ouverte. Sur l'écran, l'ombre de Luc est apparue. Il marchait très lentement. Dans sa main, il tenait un bol de soupe et un petit paquet de papier blanc. Il a posé le bol sur la table, puis s'est penché pour ouvrir le paquet. J'ai vu clairement chaque mouvement, comme s'il l'avait fait 1000 fois. Il a versé la poudre dans la soupe, a remué très soigneusement jusqu'à ce que la surface soit lisse, puis s'est arrêté pour regarder autour de lui, comme s'il craignait que quelqu'un l'observe. Rien que ce détail m'a donné des frissons. Une personne innocente ne remue pas de la soupe comme si elle touillait le péché. Luc a tiré une chaise, s'est assis à côté du lit. Ma belle-mère était là, les yeux mi-clos. Elle a regardé son mari. Ses lèvres ont bougé comme si elle voulait l'éviter. Luc s'est penché près de son oreille. Sa voix était basse, mais clairement audible grâce au micro de la caméra. Chaque mot tombait lourdement. « Mange maintenant. Si tu survis, c'est moi qui souffre. » En entendant cela, mes mains sont devenues sans force et ma gorge s'est nouée. Il y avait quelque chose dans cette phrase qui n'était pas seulement de la colère passagère. Cela ressemblait à une confession, une noirceur prononcée si naturellement, comme s'il l'avait pensé des milliers de fois. Ma belle-mère a essayé de détourner le visage. Ses larmes ont mouillé l'oreiller. Luc tenait toujours le bol, la voix pressante. « Je t'ai dit de manger. » Elle a secoué la tête, les lèvres tremblantes. Il a posé le bol, a saisi le menton de sa femme, a tourné son visage et lui a fait ingurgiter la soupe, cuillerée après cuillerée. Forcé. Elle a toussé, s'est étouffée. La soupe a coulé des commissures de ses lèvres. J'ai voulu courir immédiatement, mais mes pieds semblaient cloués au sol. À côté de moi, Jean a sursauté. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses mains étaient déjà serrées en poing. Il était sur le point d'ouvrir la porte et de se précipiter à l'intérieur, mais je lui ai attrapé le poignet, l'ai retenu et j'ai chuchoté, les dents serrées. « Ne fais pas ça. Si tu entres maintenant, il niera tout et détruira les preuves. Maman est en danger. Nous devons le prendre en flagrant délit quand nous aurons des preuves plus solides. » Jean respirait lourdement, para, coup. Ses lèvres étaient si serrées qu'elles saignaient presque. Mais il m'a écouté. Il n'était pas lâche. Il ravalait simplement sa colère pour pouvoir sauver sa mère. Sur l'écran, après l'avoir nourri de force, Luc a pris un chiffon et a essuyé soigneusement la bouche de sa femme, comme pour effacer les traces. Puis il s'est levé et a saisi la couette. Ce que j'ai vu ensuite m'a glacé jusqu'à la moelle. Il a retiré la couette, a regardé fixement le ventre gonflé, a appuyé doucement dessus avec sa main comme pour vérifier sa dureté, puis a hoché la tête. Pas un hochement de tête inquiet, mais un hochement de tête satisfait, comme quelqu'un qui inspecte un travail qui se déroule comme prévu. En voyant ça,
Tout mon corps s'est glacé. Il ne s'agissait plus de maladie. C'était un plan délibéré. Luc a remis la couette, l'a ajustée, puis a jeté un regard habituel et méfiant en direction de la caméra. Heureusement, l'angle était parfait. Il ne l'a pas découverte. Il a éteint la veilleuse, est sorti, et a fermé la porte incroyablement silencieusement. Sur l'écran, il ne restait plus que ma belle-mère, allongée, immobile. Ses yeux étaient mi-clos. Les larmes coulaient encore. Je me suis mordu la lèvre très fort pour ne pas commencer à pleurer. Jean a laissé tomber le téléphone sur le lit, comme si toute son énergie s'était écoulée de lui. Il m'a regardé, le visage livide, la voix rauque. Mon Dieu, papa est en train d'assassiner maman. J'ai dégluti, me forçant à garder mon sang-froid, et j'ai immédiatement dit une chose pour le sortir du choc. Nous avons besoin de preuves matérielles et d'un médecin. Une vidéo ne suffit pas. Nous devons obtenir un échantillon du médicament. Nous devons obtenir des résultats d'analyse médicale. Sinon, il niera tout et il continuera. Jean a hoché la tête très lentement. Dans ses yeux, j'ai vu la douleur la plus profonde qu'on puisse imaginer. Le sentiment d'être trahi par sa propre chair et son propre sang. Et je savais qu'à partir de maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir, mais je ne pouvais pas me rendormir. La scène de la nuit dernière se rejouait dans ma tête comme un disque rayé. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la main de Luc saisir le menton de sa mère. J'entendais sa voix froide et distincte. « Si tu survis, c'est moi qui souffre. » Jean était assis au bord du lit, les coudes sur les genoux. Il regardait le sol. Je savais qu'une tempête faisait rage dans son cœur, et cette tempête s'appelait « Papa ». Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste posé une main sur son épaule et j'ai chuchoté. « Maintenant, nous devons agir vite, mais intelligemment. Maman est en danger. Il peut frapper à tout moment. » Jean a levé les yeux. Ils étaient rouges. Puis il a hoché la tête, comme quelqu'un qui venait d'avaler quelque chose de très amer. Nous étions d'accord sur une chose. Nous avions besoin de preuves matérielles. La vidéo prouvait l'acte. Mais pour découvrir ce qu'était cette poudre, pour mener cette affaire jusqu'au bout, nous avions besoin d'un échantillon et d'un expert. Je refusais que cela devienne une simple querelle de famille où tout le monde accuserait ensuite la belle-fille de calomnier le beau-père. J'avais besoin de quelque chose que Luc ne pourrait absolument pas nier. J'ai attendu le bon moment quand Luc est sorti dans le jardin pour téléphoner. Il avait l'habitude de se tenir dans un coin de la terrasse et de parler à voix basse, le regard fuyant, comme s'il avait peur d'être entendu. Aujourd'hui, c'était pareil. Quand sa voix a commencé à s'éloigner, j'ai fait signe à Jean de rester dans la chambre de sa mère, de faire semblant de la masser comme d'habitude. Pendant ce temps, je me suis glissée à pas de loup vers la chambre de Luc. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. La porte était entr'ouverte. J'ai pris une profonde inspiration. L'ai poussée un peu plus et me suis arrêtée pour écouter. Pas un bruit. Je suis entrée. La chambre de Luc n'était pas en désordre, mais il y avait une petite armoire en bois avec un cadenas bon marché dans un coin. Je l'avais déjà vu y cacher des documents. J'ai réussi à forcer l'armoire. Une forte odeur de produits chimiques et de médicaments m'a frappée. Ça ne sentait ni les plantes, ni le baume. À l'intérieur, il y avait plusieurs bouteilles de sirop brun, quelques herbes séchées et, surtout, de nombreux petits paquets de poudre blanche enveloppés dans du papier journal. À côté se trouvait un pot en plastique. Sur le couvercle, il était écrit au stylo « Une dose après le repas ». C'était une écriture d'homme. Les traits étaient durs et pressés. J'ai frissonné. C'étaient bien les choses qu'il avait versées dans la soupe de sa mère la nuit dernière. Je n'ai pas été assez stupide pour tout prendre. J'ai juste pris l'un des plus petits paquets, juste assez pour l'emmener et le faire analyser. Puis j'ai rapidement tout photographié. L'intérieur de l'armoire, les bouteilles de sirop, le pot avec l'inscription, les autres paquets et même leur disposition. Après avoir pris les photos, j'ai tout remis exactement comme c'était et j'ai fermé la porte. J'ai même essuyé délicatement la poignée avec un mouchoir en papier, de peur de laisser des empreintes qui pourraient éveiller les soupçons de Luc. La sueur froide coulait le long de mon dos pendant que je faisais cela. Juste au moment où j'allais me retourner, j'ai aperçu le tiroir à côté du bureau. Il était légèrement ouvert, comme si quelqu'un l'avait fermé à la hâte. Je l'ai tiré doucement. À l'intérieur se trouvaient quelques papiers pliés. Parmi eux, un relevé de virement bancaire. J'y ai jeté un coup d'œil rapide. Mon cœur a fait un bond. Le nom du destinataire était clairement visible. Isabella. Je suis restée figée pendant plusieurs secondes. Isabella, de l'appel téléphonique. Et ce n'était pas un seul papier, il y en avait plusieurs.
Ils étaient espacés de quelques semaines. Les montants n'étaient pas énormes, mais réguliers, comme une pension mensuelle, peut être transféré via une application bancaire. J'ai dégluti. Si c'était sa maîtresse, tout était limpide. Sinon, c'était au moins une personne qui conspirait avec lui pour faire quelque chose. Je n'ai pas pris les papiers. J'ai seulement photographié chaque page, y compris les dates. J'ai essayé de me souvenir d'un détail qui m'a donné la nausée. La fréquence de ces virements a augmenté exactement au moment où le ventre de ma belle-mère a commencé à montrer des symptômes. Je ne voulais pas spéculer, mais ces coïncidences rendaient impossible d'être naïve. J'ai fermé le tiroir et j'allais partir quand j'ai soudainement vu plusieurs lambeaux de papier dans la corbeille de sa chambre. Quelque chose m'a poussé à me pencher, à ramasser quelques morceaux et à essayer de les assembler comme un puzzle macabre. Sur un morceau, il était écrit « Testament », sur un autre, « Titre de propriété ». Je n'ai pas eu besoin de tout reconstituer pour comprendre qu'il s'agissait d'un testament et du changement de propriétaire de la maison. Ma gorge s'est nouée. Donc, le marmonnement de Luc sur le fait de régler rapidement le changement de propriétaire pour pouvoir enfin respirer n'était pas une hallucination. Il préparait quelque chose sur papier, et être voulait-il que tout soit réglé avant que sa mère ne puisse se réveiller, parler ou même vivre. Juste au moment où je sortais de la chambre, j'ai entendu des bruits de pas sur la terrasse. J'ai sursauté, me suis précipitée dans la cuisine et j'ai fait semblant de faire la vaisselle. Luc est entré et m'a jeté un regard en coin. Son regard était acéré comme un couteau. « Prépare le petit déjeuner. Ne traîne pas. » J'ai baissé les yeux. Bien sûr, Luc, mais intérieurement, j'avais déjà ma réponse. Il était sur ses gardes. Et une personne sur ses gardes est souvent coupable. Quand Luc est parti, j'ai entraîné Jean dans un coin de la cuisine, lui montrant les photos et le petit paquet de poudre. Jean a vu le nom d'Isabella sur le relevé de virement et son visage s'est assombri. Il a serré les dents. On appelle la police. Ça suffit. J'ai immédiatement secoué la tête. Ma voix était basse mais ferme. Ça ne suffit pas. Nous avons besoin de preuves médicales. Jean a frappé du poing sur la table, faisant un bruit sourd. Ses yeux étaient injectés de sang. Je comprenais sa douleur, mais je devais le ramener à la raison. J'ai appelé Sophie, une amie qui travaillait comme pharmacienne. Je ne lui ai pas tout dit au téléphone, juste qu'il y avait un médicament étrange, et je lui ai demandé d'y jeter un coup d'œil rapide. Sophie a écouté, est restée silencieuse quelques secondes, puis a dit « Sérieusement, ne laissez personne en boire à nouveau. La poudre semble appartenir à un groupe de diurétiques puissants ou de préparations hormonales. En cas de surdosage, cela peut provoquer une insuffisance rénale et hépatique. Une personne âgée ne survivrait pas à ça. » En entendant cela, j'ai frissonné. Chaque cuillère de soupe de la nuit dernière était apparemment un pas de plus vers la mort pour ma belle-mère. Je me suis tournée vers Jean et j'ai expliqué le plan. Nous devons emmener maman à l'hôpital Saint-Antoine maintenant, mais nous ne disons rien sur son ventre gonflé. Nous disons simplement qu'elle a du mal à respirer et qu'elle a besoin d'un examen des poumons et du cœur. De cette façon, papa n'aura pas le temps de se préparer. Jean a hoché la tête, les lèvres serrées. Nous allions justement appeler un taxi quand Luc est sorti de sa chambre. Il a entendu le mot « hôpital » et s'est immédiatement mis en colère. Je vous ai dit de ne pas y aller. Il s'est précipité, a arraché le portable de la main de Jean et a crié « Elle est juste un peu faible. Qu'est-ce qu'elle irait faire aux urgences? Non, c'est juste pour jeter la honte sur la famille. » En voyant ça, j'ai compris une chose très clairement. Il avait peur de l'hôpital comme on a peur du feu. Un homme normal, inquiet pour sa femme, supplierait les médecins de la sauver. Mais lui, au contraire, avait peur que les médecins découvrent quelque chose. Je me suis avancée et j'ai regardé Luc droit dans les yeux. Je n'ai pas crié, mais chaque mot que j'ai prononcé était aussi tranchant qu'un clou. « Si tu ne nous autorises pas, j'appelle le 15 et je demande une ambulance. » Luc a été décontenancé. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux ont lancé un éclair de haine pendant un instant. Puis il s'est maîtrisé et a affiché un sourire méprisant. « Tu te prends pour une héroïne dans cette maison, hein ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement retournée. Je suis entrée dans la chambre de ma belle-mère et j'ai tenu sa main fermement. Intérieurement, il n'y avait qu'une seule pensée. Peu importe à quel point il me détestait, je devais faire sortir sa mère de cette maison avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas attendu que Luc change d'avis. Dès que je l'ai vu sortir dans le jardin pour téléphoner à nouveau, j'ai fait un signe à Jean. Nous avons bougé comme si nous avions répété le geste. L'un tenait les épaules, l'autre les jambes. Doucement, nous l'avons transporté du lit à la voiture.
Maman était extrêmement faible. Son corps était léger comme une plume. Son ventre gonflé et dur me remplissait à la fois de peur et de pitié. J'ai essayé de lui murmurer des mots rassurants. « Maman, on va chez le médecin un petit moment, d'accord? Essaye de respirer calmement. » Elle m'a juste regardé. Ses yeux étaient ternes, mais il y avait une lueur d'espoir. Je ne savais pas à quel point elle entendait, mais je savais qu'elle luttait pour sa vie. Jusqu'au portail, j'ai entendu la voix de Luc au téléphone derrière nous. « Je t'avais dit de ne pas faire de scène. »« Oui, je m'en occupe. » J'ai frissonné, mais je ne me suis pas retournée. Jean a appuyé sur l'accélérateur, le visage tendu. Pendant tout le trajet, il n'a pas dit un mot, jetant seulement parfois un coup d'œil dans le rétroviseur pour vérifier la respiration de sa mère. J'étais assise à côté d'elle, tenant sa main décharnée, sentant que si je la lâchais, elle disparaîtrait. Dans ma tête, une seule pensée tournait en boucle. Nous devons arriver à temps. Nous devons arriver à temps. Lorsque nous sommes arrivés aux urgences, le médecin a immédiatement ordonné qu'elle soit emmenée dans une salle de déchocage. Ils l'ont branchée à des moniteurs cardiaques et de pression artérielle. Les bips réguliers résonnaient dans l'odeur âcre de désinfectant et d'hôpital, ce qui me donnait le tournis. J'ai vu Jean debout dans un coin, les poings serrés et les yeux rouges. Je savais qu'il avait peur. Peur que sa mère meure sous ses yeux. Peur que nous soyons arrivés trop tard. J'avais peur aussi, mais je ne devais pas m'effondrer. Du moins, pas maintenant. Les médecins ont fait une échographie de son abdomen, ont prélevé du sang et ont vérifié ses fonctions hépatiques et rénales. L'attente des résultats a semblé une éternité. J'étais assise dans le couloir, regardant les portes qui s'ouvraient et se fermaient constamment. Mon cœur était rempli d'angoisse. Au bout d'un moment, un médecin nous a appelés. Il a été bref, mais cela a suffi à faire sombrer mon cœur. Ma belle-mère souffrait d'une acide massive dans la cavité abdominale, combinée à une insuffisance hépatique et rénale. Il nous a ensuite regardés sérieusement et a posé une question directe. Est-ce que la famille lui a donné des médicaments de source inconnue? Pour les personnes âgées, ingérer des préparations inappropriées est mortellement dangereux. Jean allait répondre, mais je l'ai interrompu d'un signe de tête. Oui, docteur. On lui a fait boire des tisanes d'une connaissance. Je n'ai pas mentionné qu'il les lui avait données. Ce n'était pas encore le moment. Je voulais juste que les médecins se concentrent sur la sauver d'abord. Le médecin nous a avertis très clairement. Si elle continue à prendre ce médicament d'origine incertaine, la patiente peut tomber dans le coma à tout moment. J'ai entendu le mot coma, et mes genoux ont fléchi. Mais avant que je puisse me reprendre, le médecin m'a de nouveau regardé et a baissé la voix, comme s'il pesait ses mots. Je dois vous demander une autre chose. Est-ce que quelqu'un lui a fait une injection ou une perfusion à la maison? J'ai été choquée. Non, docteur. Pourquoi demandez-vous cela? Il a montré un dossier médical et a pointé le bras de ma belle-mère. Sur son bras, il y avait une marque de piqûre récente. Pas une vieille marque. On aurait dit que quelqu'un venait d'y insérer une aiguille. Je suis restée figée. Mes oreilles bourdonnaient comme si j'avais été plongée sous l'eau. Je me suis souvenue de l'enregistrement de la caméra. Il y avait des moments où Luc était assis très longtemps à côté du lit de sa mère. Il cachait sa main derrière son dos et se penchait très près. À ce moment-là, je m'étais seulement concentrée sur le bol de soupe et le paquet de poudre. Je pensais qu'il la forçait seulement à manger. Mais si le médecin dit qu'il y a une marque de piqûre récente, qu'avait-il fait d'autre? Une injection secrète au milieu de la nuit. Un médicament qui ne tuait pas immédiatement, mais qui l'affaiblissait lentement. Mon dos s'est engourdi. Si c'était vrai, Luc ne voulait pas seulement que sa mère soit faible. Il voulait qu'elle disparaisse rapidement, en silence, sans que personne ne se doute de rien. Jean m'a regardé. Ses lèvres ont bougé silencieusement. Une marque de piqûre? J'ai serré sa main fort et j'ai essayé de garder une voix normale pour ne pas rendre le médecin trop méfiant. Oui, docteur. Nous avons des gens qui s'occupent d'elle à la maison. Parfois, nous lui massons les bras et les jambes. Nous ne l'avons peu, être pas remarqué. Après avoir dit cela, je me suis tournée vers le médecin et j'ai baissé la voix. S'il vous plaît, docteur, pouvez-vous garder cela secret pour le moment? Je crains qu'il y ait quelqu'un chez nous qui ne lui veuille pas du bien. Le médecin m'a regardé pendant quelques secondes, puis a hoché la tête lentement. Je comprends. Notre priorité maintenant est de sauver la patiente. Le reste, la famille devra le signaler à la police lorsque vous aurez suffisamment de preuves. Je suis sortie dans le couloir. Mes mains étaient encore glacées. J'ai appelé Luc avec un scénario préparé. J'ai essayé de rendre ma voix paniquée. Luc, maman est aux urgences. Le médecin dit qu'elle doit être hospitalisée. Nous avons besoin de la signature d'un proche.
Il y a eu un silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes. Je pensais qu'il allait demander comment elle allait, si son état était critique. Mais non. Luc n'a posé qu'une seule question. Sa voix était basse mais tranchante. Est-ce que le médecin a dit que son ventre ressemblait à celui d'une femme enceinte? Je suis restée sans voix. J'ai regardé Jean, puis droit devant moi dans le vide. J'ai eu l'impression que la réalité venait de me frapper en plein visage. Jean a également entendu la question car j'avais mis le haut-parleur. Il n'en croyait pas ses oreilles. Ses yeux se sont écarquillés. Ses lèvres tremblaient. J'ai coupé le haut-parleur et j'ai dit avec effort « Viens à l'hôpital, Luc, nous en parlerons. » Luc a marmonné. « Je suis occupé. Débrouillez-vous » Puis il a raccroché avec un clic glacial. Je tenais le téléphone. Ma main tremblait. Un mari qui apprend que sa femme est gravement malade mais ne demande que si son ventre ressemble à celui d'une femme enceinte. Si ce n'était pas un plan diabolique, qu'est-ce que c'était? Je suis rapidement retournée voir le médecin et j'ai demandé une copie des résultats d'analyse et du dossier médical. Je n'ai pas demandé grand-chose, juste ce à quoi nous avions droit en tant que famille pour avoir des preuves de base. J'ai également demandé à l'infirmière de noter précisément tout ce qui concernait la nouvelle marque de piqûre pour qu'elle ne soit pas oubliée. Chaque papier que je tenais n'était plus seulement du papier. C'était la vie de ma belle-mère. Quand je suis revenue dans la salle d'attente, j'ai vu Jean figé près de la fenêtre du couloir. Il était pâle comme un linge. Il m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, un SMS d'un numéro inconnu, avec une seule phrase. « Si tu veux que ta mère survive, ne cherche pas d'ennui à Luc. » Après avoir lu cela, j'ai eu la gorge sèche. J'ai regardé Jean, puis vers le service de soins intensifs où se trouvait sa mère. À cet instant, j'ai compris très clairement. Cette affaire n'impliquait pas seulement Luc. Derrière lui, il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui nous surveillait, qui nous menaçait pour nous faire taire. Et à partir de ce moment, ce jeu n'était plus une simple affaire de famille. C'était une lutte pour la vie de ma belle-mère, par tous les moyens possibles. Le message du numéro inconnu brillait sur l'écran comme une flamme froide. Après l'avoir lu, je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste serré le téléphone fort et j'ai entraîné Jean vers la sortie de secours au bout du couloir. C'était vide là, bas. Le bruit des pas et des appels des haut-parleurs était étouffé. Jean m'a regardé, ses yeux rouges et remplis de rage. Il a presque grogné. C'est qui ce salaud qui a envoyé ça? Rien que cette phrase suffisait à faire pulser les veines de son cou. Si tu veux que ta mère survive, ne cherche pas d'ennui à Luc. Jean a grincé des dents, s'est retourné et était sur le point de se précipiter vers le bureau du médecin. Mais je lui ai attrapé le bras et l'ai retenu. Ne fais rien de stupide, Jean. Il a arraché son bras. Sa voix était forte et pleine de frustration. De quoi as-tu peur? C'est ma mère. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai parlé rapidement, en insistant sur chaque mot. C'est justement parce que j'ai peur que nous devons la sauver. Si tu perds la tête maintenant, ils vont rentrer chez eux et effacer toutes les preuves. Maman est là, dedans. Elle ne peut pas attendre que nous passions nos nerfs. Jean est resté immobile pendant quelques secondes. Sa poitrine se soulevait. Je savais qu'il voulait tout détruire. Mais en ce moment, les émotions ne sauveraient personne. J'ai baissé la voix. Nous devons découvrir qui nous surveille, qui est derrière Luc avec ce SMS. Si c'était une menace ordinaire, il ne mentionnerait pas le nom de ton père aussi directement. Jean a pincé les lèvres puis a hoché la tête. J'ai rappelé Sophie en essayant de paraître normale. Sophie, je dois te demander quelque chose. Si on veut obtenir les enregistrements de surveillance du couloir de l'hôpital, comment fait-on? Sophie est restée silencieuse un instant avant de demander prudemment. Dans quoi t'es-tu fourrée? Je n'ai donné aucun détail. J'ai juste dit brièvement. Quelqu'un nous surveille et nous a envoyé un SMS de menace. Je dois savoir qui entre et sort autour des urgences. Sophie a soupiré. N'agis pas seule. Tu ne peux pas simplement consulter les caméras comme ça, mais demande aux agents de sécurité de le signaler au chef de service. Le plus important est que tu notes l'heure. Qui est apparu? Qu'est-ce qu'il portait? Avec qui était-il? Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Dans ma tête, j'avais déjà fait une liste de ce qu'il fallait faire. Jean et moi sommes retournés dans la zone des urgences et, juste à ce moment-là, nous avons vu Luc arriver. Il portait une veste sombre. Dans sa main, il tenait un porte-document, et son visage était glacial. Ce qui m'a donné des frissons, c'est qu'il n'a pas posé une seule question sur sa mère. Aucune question sur son état de santé, ou sur ce que le médecin avait dit. Dès qu'il m'a vu, il a grogné. « Tu l'as emmené à l'hôpital pour jeter la honte sur la famille, hein ?» Je me suis tenue droite et je n'ai pas reculé.
Ma voix était calme mais tranchante, car je savais que si je vacillais le moins du monde, il m'écraserait. J'ai emmené maman à l'hôpital pour qu'elle puisse continuer à respirer. Ne me parle pas de fierté en ce moment. Luc m'a dévisagé comme si son regard voulait me brûler le visage. Il a baissé la voix à un ton qui m'a donné la chair de poule. Je sais que tu cherches les ennuis. Si tu veux la paix, signe ce papier. Il a sorti un papier plié du porte-document et me l'a mis dans la main. Jean s'est avancé. C'est quoi ce papier? Luc l'a foudroyé du regard. Tais-toi. Qu'est-ce que tu y connais? J'ai déplié le papier. Le texte en haut a fait faire des bonds à mon cœur. Ce n'était pas un consentement pour une hospitalisation. C'était un mandat de protection future, formulé en des termes extrêmement formels et froids. Il donnait plein pouvoir sur les soins et les décisions médicales à la personne désignée. J'ai continué à lire jusqu'à la partie. Le mandataire a le droit de décider des interventions médicales en cas d'urgence. Mes mains tremblaient. J'ai levé les yeux vers Luc. Il voulait la clé de la vie et de la mort de sa mère sur un seul morceau de papier. Jean a arraché le papier. Ses yeux étaient écarquillés. « Tu es complètement fou, papa? Maman est vivante. Pourquoi tu fais un papier comme ça? » Luc a dit, mot pour mot, « Je suis son mari. J'en ai le droit. » En entendant le mot droit, j'ai eu la nausée. Quel droit? Alors que la vidéosurveillance venait de le filmer en train de lui faire ingurgiter de force des médicaments suspects, j'ai repris le papier, j'ai regardé Luc et j'ai dit fermement, « Tu vois maman comme un objet pour lequel tu peux simplement signer? » Luc a ricané. « Ne joue pas la sainte. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Je n'avais plus la force de discuter. J'ai déchiré le papier en deux devant ses yeux. Je l'ai déchiré à nouveau, et j'ai jeté les morceaux par terre comme s'il s'agissait de quelque chose de sale. Plusieurs personnes dans le couloir se sont retournées. Le visage de Luc a blêmi une seconde. Puis il a fait un pas en avant, a approché son visage du mien et a sifflé. « Tu l'as déchiré. C'est toi qui en subiras les conséquences. » Je n'ai pas reculé. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux. Quelles que soient les conséquences, je les assumerai. Mais je ne signerai pas un papier pour que tu puisses assassiner maman légalement. Juste à ce moment-là, on a entendu une respiration haletante venant de la salle. Une infirmière a appelé. Les proches, une seule personne était autorisée à entrer. J'ai couru immédiatement. Jean a suivi. Maman était allongée dans le lit. Le visage livide, les lèvres bleues, les yeux mi-clos comme si elle me regardait. Sa main tremblante a attrapé mon pull, aussi faiblement qu'une feuille qui m'effleure. Je me suis penchée sur elle et j'ai entendu comment elle essayait de prononcer quelques mots entrecoupés. Sa respiration était lourde. Puis elle a écarquillé les yeux un instant. Sa main est retombée. Son corps est devenu inerte. J'ai été prise de panique et j'ai crié « Maman !» L'infirmière m'a poussée sur le côté. Le médecin s'est précipité pour l'examiner. Je me tenais à l'écart, sentant mon cœur se serrer à s'en briser. À cet instant précis, le nom Isabella s'est gravé dans mon esprit. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. Isabella était le nom sur les virements bancaires. Isabella avait appelé sur le téléphone fixe et elle était la personne derrière le SMS menaçant. Je me suis tournée vers la porte et j'ai vu Luc toujours là. Pas de panique, pas d'inquiétude. Il regardait simplement, comme on regarde un drame atteindre son paroxysme. J'ai fait un pas vers lui. Ma voix était rauque de colère et de peur. Tu viens de dire que je subirais les conséquences. Est-ce que tu voulais dire en fait que tu voulais que maman disparaisse rapidement? Luc m'a foudroyé du regard, mais seulement pour une seconde. Puis il a souri avec mépris et a dit, si bas que seul moi pouvais l'entendre, « Si tu restes à ta place, elle a encore une chance. » J'ai senti un froid glacial de la tête aux pieds. Ce n'était plus une menace. C'était une négociation avec une vie comme enjeu. Jean est sorti de la chambre en courant, les yeux rouges et la voix tendue. « Papa, qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» Luc s'est retourné et a immédiatement changé de ton, jouant à nouveau le père sévère. « Ce que j'ai fait? Je suis venu ici pour m'occuper de ta mère. C'est ta femme qui fait des scènes. » Le voir changer de masque était terrifiant. J'ai compris qu'à partir de maintenant, nous devions non seulement sauver sa mère, mais aussi nous battre contre quelqu'un d'aussi cruel qu'il était un acteur magistral. Et cette bataille venait tout juste de commencer. Jean avait l'air de vouloir exploser après avoir entendu les mots de son père. « Si tu restes à ta place, elle a encore une chance. » Il était sur le point de l'étrangler en plein milieu du couloir. J'ai dû utiliser toute ma force pour le retenir et j'ai chuchoté d'un ton autoritaire. « Si tu le frappes maintenant, tu tombes droit dans son piège. Nous devons le prendre en flagrant délit. Calme-toi, Jean. »
Jean respirait lourdement, les yeux noirs de rage. Je comprenais ses émotions, mais un seul coup maintenant transformerait tout en une histoire du fils qui maltraite son père, excité par sa femme, tandis que sa mère était toujours là, dedans, sans défense. J'ai rappelé Sophie, parlant très brièvement. « Sophie, s'il te plaît, aide-moi avec quelque chose. Maman est dans un état critique. Je soupçonne que quelqu'un lui a donné des médicaments. Peux-tu parler au personnel soignant et leur demander de limiter les proches autorisés à lui donner à manger ou à boire et de ne laisser absolument aucun personnel non autorisé toucher à sa perfusion ?» Sophie a répondu immédiatement. « Reste là. J'arrive tout de suite. » J'ai raccroché et je me suis tournée vers Jean. « Reste dans le couloir. Garde un œil sur tous ceux qui entrent et sortent. Je vais parler au médecin. » Sophie est arrivée rapidement. Elle a pris le chef de service à part et a échangé quelques mots. Je me tenais à côté, pointant le bras de sa mère et disant assez fort pour que les responsables entendent. « Le médecin a dit qu'il y a une piqûre d'aiguille fraîche. Nous avons une personne suspecte à la maison. Je demande à l'hôpital de nous aider à protéger la patiente. » Le chef de service m'a regardé, a pris un air sérieux et a hoché la tête. « D'accord. Pour l'instant, un seul proche à la fois est autorisé dans la chambre. Toutes les interventions doivent être supervisées par le personnel soignant. » J'ai poussé un soupir de soulagement, mais je n'osais pas me détendre. Luc, qui se tenait non loin de là et surveillait, avait entendu les mots « piqûre d'aiguille suspecte » et « médicament » et s'était figé. Il s'est approché, sa voix stridente. « Une belle fille qui calomnie son beau-père. Tu veux que je meure de honte, c'est ça ?» Autour de nous, il y avait plusieurs autres proches. Ils se sont retournés, curieux. Je savais qu'il essayait de gagner de la sympathie, de me faire passer pour la belle-fille ingrate avant que je puisse montrer les preuves. Je n'ai pas crié, et je ne me suis pas lancée dans une longue discussion. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai prononcé une phrase simple mais acérée. « Ta honte ne dépend pas de ce que je dis, mais de ce que tu as fait. » Les yeux de Luc se sont écarquillés. Il a levé la main comme pour me gifler, mais l'a rapidement baissée, en voyant que les infirmières et d'autres personnes regardaient. Il a changé de tactique en un clin d'œil, se tournant vers Jean. « Tu entends comment ta femme parle ? Elle essaie de diviser la famille. » Jean a tremblé mais n'a pas répondu. Il a seulement regardé son père avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Un mélange de chagrin, de méfiance et de dégoût. J'ai compris que les mots ne suffisaient pas. Si nous ne trouvions pas de preuves claires aujourd'hui, Luc continuerait sa comédie, nierait tout et frapperait dès que nous baisserions la garde. J'ai chuchoté à l'oreille de Jean. Il reviendra ce soir. Ce genre de personne n'abandonne pas. Nous devons le laisser se démasquer lui-même. Jean m'a regardé, surpris. « Quel est ton plan ?» J'ai répondu. « Je suis l'appât. Tu montes la garde dans le couloir. Je surveille de l'intérieur, à ma façon. » La soirée est tombée. L'hôpital est devenu plus calme, mais ce silence était effrayant. Je me suis excusée auprès des infirmières en disant que j'allais à la cafétéria pour acheter un peu de soupe. Je suis effectivement partie, mais pas jusqu'en bas. Je me suis cachée derrière une porte vitrée au bout du couloir. De là, je pouvais voir en biais la porte de la chambre de sa mère. J'ai remonté mon masque, j'ai mis la capuche de mon sweat et j'ai tenu mon téléphone, la caméra prête à enregistrer. Jean se tenait dans un coin du côté opposé, faisant semblant d'être occupé avec son téléphone, mais il ne quittait jamais la porte des yeux. Au changement d'équipe, le couloir s'est vidé, exactement comme je l'avais prévu. Le personnel faisait la passation. Les proches bougeaient à peine, et juste à ce moment-là, Luc est apparu. Il marchait très vite, le regard balayant de gauche à droite. Dans ses mains, il n'avait ni bouquet de fleurs ni serviette comme les visiteurs ordinaires, mais une petite fiole et une seringue cachée à l'intérieur de sa veste. J'ai clairement vu comment il tirait sur sa veste pour dissimuler l'objet. Mon cœur battait la chamade, mais ma main était stable. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Luc est entré dans la chambre et a laissé la porte entr'ouverte. Il s'est approché du lit, a regardé sa mère qui respirait faiblement et s'est penché sur le tube de la perfusion. J'ai clairement entendu son marmonnement, bas mais capté par le micro. Juste une seringue de plus, et ce sera fini. Cette phrase a été comme un coup de marteau dans ma tête. Pas pour que tu ailles mieux. Pas une seringue selon l'ordonnance, mais fini. Fini avec quoi? Si ce n'est avec sa vie. Je n'ai pas attendu plus longtemps. Je me suis précipitée et j'ai poussé la porte violemment. Luc a eu une peur bleue. Sa main, qui s'apprêtait à diriger la seringue vers le tube, a eu un sursaut. La petite fiole est tombée par terre et s'est brisée. Le liquide a giclé partout. Luc s'est retourné,
les yeux écarquillés. Petitesse, comment osais-tu? Immédiatement, une gifle violente a atterri sur ma joue. Mes oreilles ont bourdonné, et j'ai senti le goût du sang dans ma bouche. Mais je n'ai pas lâché mon téléphone. J'ai juste fait un pas en arrière, m'assurant que son visage et la seringue dans sa main étaient toujours enregistrés. Jean a entendu le fracas et s'est précipité à l'intérieur. Il a vu ma joue rouge et les éclats de verre sur le sol. Il a crié « Tu frappes ma femme ?» Luc ne pouvait plus jouer la comédie. Il a hurlé, hors de contrôle. « Elle le méritait! Elle ruine mon plan. » Rien que par cette phrase, je savais que tout était fini pour lui. Quel plan était ruiné? Un plan pour assassiner par injection? Quoi d'autre? Les infirmières ont entendu le vacarme et sont entrées en courant. Le médecin est également arrivé. Les agents de sécurité ont immédiatement maîtrisé Luc. Il se débattait et essayait encore de crier « Je suis son mari. J'en ai le droit. » Je me tenais la joue, mais de l'autre main j'ai levé mon téléphone. Ma voix n'était pas forte, mais glaciale. « J'ai ta voix, ton visage et ta seringue en vidéo. Que celui qui ose encore toucher à ma belle-mère sache que je remets ça directement à la police. » La pièce entière est devenue silencieuse. Jean se tenait à côté de sa mère. Ses yeux étaient rouges et sa voix tremblait. « Papa, tu comptais vraiment tuer maman ?» Luc n'a pas répondu. Il me fixait simplement avec une haine, telle que j'avais l'impression qu'il venait de me prendre quelque chose. Mais je savais que la seule chose que je venais de reprendre, c'était la vie de ma belle-mère. Du moins, pour cette nuit. Après le chaos dans la chambre, l'hôpital a temporairement interdit à Luc de s'approcher de sa mère. Le chef de service a été clair. Un seul proche était autorisé à l'intérieur, et tout ce qui arrivait à la patiente serait supervisé par le personnel. C'était un soulagement, mais aussi inquiétant. Je sais que quelqu'un qui a l'habitude d'agir dans l'ombre panique s'il est empêché. Et avec la panique vient le désespoir. Jean voulait rester à l'hôpital et veiller sur sa mère. J'ai immédiatement été d'accord. « Reste ici, Jean. Je rentre à la maison chercher la carte mémoire de la caméra cachée. Nous devons tout rassembler. Nous ne pouvons pas le laisser rentrer et faire disparaître les preuves. » Jean m'a serré la main fort. Sa voix était rauque. « Fais attention, Élise. S'il t'arrive quelque chose. » J'ai secoué la tête pour paraître calme. Je ne ferai rien de stupide. Je vais juste chercher ce que la vérité exige. Le trajet en voiture pour rentrer, dans la nuit, était silencieux et désert. Un côté de mon visage brûlait encore de sa gifle, mais cette douleur n'était rien comparée au froid glacial dans mon dos quand je me souvenais de ces mots. Elle ruine mon plan. Quel plan, s'il ne s'agissait pas d'un scénario méticuleusement calculé? Je me suis garée dans l'allée. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, et mon cœur s'est serré. Sur la porte de la chambre de Luc, un cadenas tout neuf brillait dans la lumière du couloir. Auparavant, il n'y avait qu'une serrure ordinaire. Maintenant, il avait ajouté un cadenas, comme s'il fermait un coffre-fort. La porte était fermée. Aucun bruit de l'intérieur. J'ai tout de suite compris. Il était en train de faire disparaître les preuves et ne voulait pas que quiconque puisse entrer. Je suis restée dehors quelques secondes, essayant d'écouter dans le silence profond jusqu'à entendre le tic-tac de l'horloge murale. J'ai fait semblant de crier d'une voix aussi naturelle que possible, au cas où quelqu'un serait à l'intérieur. « Luc, je suis rentrée chercher quelques affaires pour maman. Je te les apporterai à l'hôpital demain. » Pas de réponse. J'ai crié une deuxième fois, toujours un silence total. Mon cœur battait la chamade. Il y avait deux options. Soit Luc n'était pas à la maison, soit il se cachait à l'intérieur et ne répondait pas délibérément. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas rester là à attendre. J'ai appelé Michel, un serrurier que je connaissais dans le quartier. J'ai été brève, sans détour. « Salut Michel. Je me suis enfermée hors de ma chambre. Peux-tu venir m'aider à l'ouvrir maintenant? C'est super important. » Michel était ensommeillé mais a promis de venir. Je suis là dans un quart d'heure. J'ai attendu dans le salon, serrant mon téléphone fort. Je me disais de ne pas faire de scène, de ne pas réveiller les voisins. Ce dont j'avais besoin, c'était de preuves, pas d'une dispute. Michel est arrivé, a regardé le nouveau cadenas et a froncé les sourcils. « Un nouveau cadenas ici à l'intérieur ?» J'ai hoché la tête et j'ai chuchoté. « S'il te plaît, ouvre-le simplement, Michel, mais attends dehors ensuite. Laisse-moi entrer. » C'est un peu compliqué avec la famille. Michel m'a jeté un regard, a semblé comprendre et n'a pas posé d'autres questions. En quelques mouvements rapides, il a ouvert le cadenas. J'ai poussé la porte. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Une forte odeur de médicaments et de vieux papiers m'a frappée. J'ai fermé la porte silencieusement derrière moi et j'ai allumé une petite lampe de lecture. La pièce était bien rangée, mais d'une manière délibérée.
Sur le bureau, il y avait quelques papiers qui semblaient avoir été récemment arrangés. Je me suis approchée de la commode, j'ai ouvert le tiroir que j'avais vu plus tôt. Cette fois, je ne cherchais pas de la poudre. J'avais déjà un échantillon. J'avais besoin de quelque chose qui prouve le mobile. Mes mains ont cherché rapidement, mais je me suis assurée de tout laisser exactement comme c'était. Et comme je le soupçonnais, j'ai trouvé un épais porte-document. À l'intérieur, il y avait une copie du titre de propriété de la maison, des reconnaissances de dettes avec des sommes qui m'ont donné des sueurs froides, et une chose qui m'a glacée, une assurance vie au nom de ma belle-mère. J'ai regardé la case bénéficiaire, et j'ai failli laisser tomber le dossier. Le bénéficiaire n'était pas Jean ni les enfants, mais Luc. J'ai dégluti. Il ne voulait donc pas seulement se débarrasser d'elle rapidement. Il voulait aussi encaisser de l'argent, légalement, sur le papier. J'ai photographié chaque page, le numéro de police, la date de signature. Tout était récent, comme si cela avait été fait il y a peu de temps. Mes mains tremblaient un peu. Pas de peur, mais de dégoût. Les gens peuvent être ingrats, ils peuvent cesser de se soucier. Mais souscrire une assurance pour gagner de l'argent sur la mort de sa femme, c'est un tout autre niveau de malveillance. J'allais remettre le dossier en place quand j'ai soudainement vu quelque chose faire une bosse au fond du tiroir, comme un objet caché. J'ai glissé ma main et j'ai sorti un petit dictaphone. Il n'était pas plus grand que 2 doigts. Je suis restée complètement immobile. Un dictaphone ici. J'ai appuyé sur Play. Mon cœur s'est arrêté quand une voix s'est fait entendre clairement dans la pièce silencieuse. C'était une voix de femme, riant cyniquement, d'un rire grave mais glacial. Assure-toi juste qu'elle s'endorme paisiblement. Quand tout sera terminé et que la maison sera à mon nom, alors nous pourrons nous afficher. Les poils de mes bras se sont hérissés. Je n'avais jamais rencontré cette femme, mais sa façon de parler, son rire, et cette phrase terrible, qu'elle s'endorme paisiblement, m'ont convaincu que ce n'était pas une bonne personne. Puis la voix de Luc s'est fait entendre, rauque et tendue, très différente de la voix qu'il utilisait pour me crier dessus. « Ne t'inquiète pas, ma belle-fille est stupide. Jean est docile. Il suffit qu'Agnès arrête de parler et l'affaire est réglée. » Mes yeux brûlaient, non pas de chagrin, mais d'humiliation. J'étais sa belle-fille depuis 4 ans, je m'étais occupée de sa femme pendant 4 ans. Mais à ses yeux, j'étais juste stupide. Jean aimait sa mère. Mais aux yeux de son père, son fils était docile et facilement influençable. J'ai serré les dents pour retenir mes larmes, car ce n'était pas le moment d'être faible. J'ai rapidement connecté le dictaphone à mon téléphone, j'ai copié les fichiers audio, j'ai photographié la durée de l'enregistrement, puis je l'ai remis exactement où il était. Je n'ai pas emporté l'original car je savais que s'il découvrait qu'il manquait, il saurait que quelqu'un était venu. J'ai également remis le dossier comme il était, j'ai fermé le tiroir comme s'il n'avait jamais été ouvert. J'allais sortir quand j'ai entendu un bruit de clé dans la porte d'entrée. Je me suis figée. Une seule pensée m'a traversé l'esprit. Il est rentré. J'ai rapidement éteint la lampe. Mon cœur battait de manière incontrôlable. Dans l'obscurité, je me suis rapidement glissée dans l'armoire. J'ai tiré la porte, mais j'ai laissé une petite fente. L'odeur de naphtaline et de vieux vêtements a rempli mes narines, mais je n'osais pas respirer fort. La porte de la chambre s'est ouverte. La lumière du couloir a projeté une longue bande sur le sol. J'ai clairement entendu les pas de Luc, lourds et pressés, et il n'y avait pas qu'une seule personne. Le bruit de talons, très léger, comme si la personne s'efforçait de ne pas être entendue. J'ai serré mon téléphone fort. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes jusqu'à ce que ça fasse mal. Luc a allumé le plafonnier. J'ai plissé les yeux à travers la fente de l'armoire. Il est entré le premier. Derrière lui se tenait une femme portant un long manteau, un chapeau et un masque qui cachait une grande partie de son visage. Luc a chuchoté avec impatience. « Vite, nous devons aller à l'hôpital. Ma belle-fille nous soupçonne. » La femme a eu un petit rire, un rire sec et froid. « C'est bien pour ça que je suis là. Pourquoi tu te stresses ?» Puis elle a baissé son masque. Je suis restée figée. Je n'avais jamais vu ce visage en réalité. Mais le nom sur les virements bancaires, Isabella au téléphone, et la voix sur le dictaphone, tout correspondait parfaitement. C'était Isabella. Isabella a regardé autour d'elle dans la pièce, comme si elle en était la propriétaire. Elle a jeté un regard à Luc et a fait un commentaire léger qui m'a glacée jusqu'à la moelle. Ce soir, c'est moi qui termine le travail à l'hôpital. Je retenais mon souffle dans l'armoire. Mes mains se crispaient autour du téléphone. La lumière éclairait son visage lourdement maquillé et ses yeux, vifs comme des lames de rasoir. Elle se tenait au milieu de la pièce comme une reine, regardant autour d'elle, puis s'est tournée vers Luc. « Ce soir, c'est moi qui termine le travail à l'hôpital. »
Luc a jeté un regard rapide vers la porte et a baissé la voix. Pas si fort. La belle-fille a des soupçons. Isabella a ricané. Des soupçons? On n'aura qu'à l'écraser. Les bonnes femmes ont surtout peur pour leur réputation. Une vidéo, quelques rumeurs, et elle la fermera. J'ai frissonné. Sa façon de parler de détruire la réputation de quelqu'un, comme si elle discutait de ce qu'ils allaient acheter au supermarché, montrait qu'elle avait l'habitude de jouer sale. Luc semblait irrité. Tu dis n'importe quoi. Si elle me dénonce, je suis mort. Isabella a souri, s'est approchée du bureau et a jeté une liasse de papier. Le bruit qu'ils ont fait, en heurtant la table en bois, était fort dans la pièce autrement silencieuse. Tu n'as pas oublié que tu as signé des reconnaissances de dettes pour tes dettes de jeu. Sans cette maison, les usuriers te couperont en morceaux. Pour être honnête, la seule raison pour laquelle tu peux encore te tenir ici, c'est grâce à moi et grâce au fait qu'Agnès n'est pas encore morte. Luc a marmonné. J'ai fait ça pour toi. Isabella a rétorqué du tac au tac. Tu l'as fait pour toi. Ne joue pas les héros. C'est toi qui es devenu accro au jeu. C'est toi qui es tombé dans ce trou. Maintenant tu entraînes tout le monde avec toi. En entendant cela, j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait. Il ne s'agissait donc pas seulement d'infidélité, mais de dettes de jeu, d'argent dû à des réseaux criminels. Et cette maison était leur seule bouée de sauvetage. Mais le plus effrayant était le regard de Luc. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de beau-père rugissant. Il n'y avait que la panique d'un homme qui avait la corde au cou. Isabella a tiré une chaise, s'est assise, a croisé les jambes, et a regardé Luc comme si elle observait un chien obéissant. Ne sois pas si mauviette. Si elle survit, je perds tout. Luc a grincé des dents. C'est ma femme. Isabella a ri amèrement. Ta femme? Ta femme? Mais tu as mis l'assurance vie à ton nom et tu l'appelles encore ta femme. J'ai tressailli. Elle était au courant de l'assurance, ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas seulement une liaison, mais qu'ils avaient méticuleusement planifié chaque étape ensemble. Luc s'est levé et a fait les 100 pas. Il semblait irrité, mais aussi effrayé. Ce n'est pas moi qui l'ai frappée à l'hôpital. Elle m'a filmé. Isabella a froncé les sourcils. Mon Dieu, que tu es stupide. Tu l'as laissé te filmer. Qui va te sauver demain, alors? Luc a marmonné. J'étais en colère. Isabella a tapoté légèrement du bout des doigts sur la table. Sa voix a baissé mais est devenue plus effrayante. En colère? Ravale ta colère. Celui qui veut faire de grandes affaires ne peut pas se laisser guider par les émotions. Écoute maintenant. Ça doit se terminer ce soir. Fais en sorte qu'Agnès meure de complications. Les médecins inscriront défaillance d'organes dans le dossier. Personne ne pourra le contester. La maison sera à toi. Tu rembourseras les prêts. J'aurai la paix. J'ai dégluti. C'était glacial. Puis Isabella a changé de ton, comme si elle visait son point le plus faible. Luc, tu te souviens de Hakan, n'est-ce pas? Luc s'est figé, comme s'il avait reçu un coup à la nuque. Pourquoi tu parles de lui? Isabella a esquissé un sourire très mince. Tu as poussé Hakan dans l'eau il y a plusieurs années. Tu pensais que personne ne le savait, n'est-ce pas? Je me suis glacée. Le nom de Hakan a fait remonter une noirceur que je n'avais jamais soupçonnée dans cette famille. Le visage de Luc est devenu blanc. Ses yeux erraient sauvagement, sa voix s'est brisée. Quoi? De quoi tu parles? Isabella s'est penchée en arrière dans sa chaise, d'un calme cruel. Je parle de ce que tu caches depuis plus de 10 ans. Vous vous êtes disputés pour de l'argent, tu l'as poussé dans la Marne. Et puis tu as fait semblant de pleurer comme si tu étais complètement innocent. Si je n'avais pas de preuves, je n'oserais pas le dire. N'oublie pas, je connais les bonnes personnes pour déterrer ton passé. Luc a tremblé mais a essayé de menacer en retour. Tu me menaces? Isabella a souri. Non, je te rappelle juste la corde qui est déjà autour de ton cou. Si tu veux vivre en paix, suis-moi. Si tu veux jouer les héros, vas-y. Je te promets que non seulement tu perdras la maison, mais tu finiras aussi en prison pour ce vieux meurtre. Les poils de mes bras se sont dressés. Isabella n'était donc pas seulement une maîtresse. Elle tenait les ficelles avec un vieux meurtre comme moyen de chantage. À cause de cette menace, Luc avait fait de ma belle-mère un obstacle qui devait être éliminé. Plus j'y pensais, plus je frissonnais. Ma belle-mère savait peu, être quelque chose avant même de devenir paralysée. Elle avait peu, être entendu quelque chose, vu quelque chose, et c'est pour ça qu'elle devait être réduite au silence pendant 4 ans. Isabella s'est penchée vers Luc et a parlé lentement, comme si elle lui faisait la leçon. Avant qu'Agnès ne soit paralysée, elle t'avait entendu mentionner Hakan. Elle détenait quelque chose. Que ce soit un document,
un message ou un témoin. Peu importe. C'est pour ça qu'elle doit être réduite au silence de manière permanente. Luc a pressé ses lèvres. Sa voix était rauque. Elle est paralysée. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Isabella a grogné. Les personnes paralysées peuvent encore vivre. Le fait qu'elle soit en vie est dangereux. J'ai besoin qu'elle meure. L'atmosphère dans la pièce était épaisse. J'étais si effrayée et en colère que je tremblais. Mais j'ai forcé mes doigts à appuyer sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone. Je devais sauvegarder chaque mot. Chaque mot pouvait sauver ma belle-mère. Et Jean, Luc se tenait près de la fenêtre, regardant dehors comme s'il cherchait une issue, puis s'est retourné. Sa voix était très basse. Je vais à l'hôpital ce soir, prépare le médicament. Isabella a sorti une petite ampoule de son sac et l'a mise dans la main de Luc. Sa voix était froide. Ça ne tue pas directement. Ça provoque juste un arrêt respiratoire. Les médecins penseront que c'est une complication. Fais ça proprement. Que personne ne te voie. Luc tenait l'ampoule. Ses mains tremblaient violemment. Je l'ai regardé et j'ai ressenti du dégoût. J'ai reculé plus loin dans l'armoire, essayant de retenir mon souffle, mais je savais que j'étais au bord d'un abîme. Si j'étais découverte, je n'étais pas sûre de sortir vivante de cette maison. Isabella s'est levée, a remis son masque et a dit, comme pour conclure une affaire, « Quand ce sera fait, n'oublie pas de régler le changement de propriétaire. Je ne vais pas attendre plus longtemps. » Luc a hoché la tête avec raideur. Ses yeux étaient rouges. Ils ont commencé à sortir. Mon cœur battait frénétiquement. J'attendais qu'ils ouvrent la porte d'entrée pour pouvoir me glisser dehors derrière eux. Mais mon pied a accidentellement marché sur un morceau de plastique au fond de l'armoire. Crac. Le bruit était extrêmement faible, mais dans la pièce silencieuse, il a retenti comme un coup de feu. Luc s'est retourné en un éclair. Sa voix était tranchante et glaciale. « Qui est là ?» J'ai retenu mon souffle. Tout mon corps s'est figé. Je savais que j'étais découverte. « Qui est là ?» La voix de Luc sifflait comme un couteau sur une pierre à aiguiser. Je retenais mon souffle dans l'armoire, mais mon cœur battait si fort que je craignais que le bruit ne me trahisse. Isabella, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, a penché la tête sur le côté, comme un chat qui a senti une odeur étrange. Luc est revenu lentement. Ses yeux ont balayé la pièce et se sont ensuite fixés droit sur l'armoire. J'ai réalisé qu'il n'y avait plus d'endroit où se cacher. Au moment où il ouvrirait la porte, tout serait fini. La porte de l'armoire s'est ouverte violemment. La lumière de la lampe m'a aveuglée. Ma seule réaction a été de me jeter dehors et de pousser Luc de toutes mes forces pour essayer de m'enfuir. Mais il était plus fort que je ne le pensais. Il a réussi à m'attraper par les cheveux et à tirer si fort que mon cuir chevelu a brûlé. « Sale petite garce, tu espionnes ?» a-t-il grogné en me tirant si fort que j'ai trébuché en arrière. J'ai essayé de me libérer, mais sa prise était comme un étau. Isabella se tenait derrière lui. Sa voix était douce mais pleine d'épines. Chaque mot sonnait comme du poison. « Petite Élise, il ne faut pas jouer les malignes. Celles qui sont trop malignes meurent jeunes. » J'ai été projetée contre le mur. Luc a pressé son visage près du mien. Je sentais l'odeur de cigarette dans son haleine. « Donne-moi le téléphone. » J'ai tenu le téléphone fermement contre ma poitrine et j'ai grogné des mots pour gagner du temps. Jean est au courant. « Tu pourrais finir en prison, Luc. » Luc a ri avec mépris. Un rire rauque. « Je suis son père. Que crois-tu qu'il osera me faire ?» Cette phrase a fait bouillir mon sang, mais m'a aussi donné des frissons glacials. Une personne n'ose commettre des crimes que lorsqu'elle se croit au-dessus des lois. Isabella s'est approchée et m'a regardé comme si j'étais un moustique. « Donne-le, tout simplement. Qu'est-ce que tu vas en faire? Si tu discutes, c'est toi qui y perdras. » J'ai jeté un regard rapide vers le couloir. La seule issue était de faire du bruit et d'attirer l'attention de quelqu'un de l'extérieur. Mais Luc me tirait les cheveux. Si je me débattais, je pourrais perdre le téléphone. Les preuves disparaîtraient, et il pourrait m'assommer ici. Je devais changer de tactique. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai essayé de faire trembler ma voix de peur, et j'ai fait semblant de céder. « D'accord, je vous le donne. Mais s'il te plaît, Luc, ne fais plus de mal à maman. » En même temps que je parlais, j'ai desserré ma prise sur le téléphone, comme si j'allais le leur remettre. Luc a hésité. Toujours méfiant, mais il savourait manifestement le sentiment que j'avais abandonné. Il a tiré plus fort sur mes cheveux. « Si tu veux vivre, donne-le. » À cet instant, j'ai profité des 5 courtes secondes. Mon pouce a glissé sur l'écran et j'ai appuyé sur « Envoyer », ce que j'avais déjà préparé.
J'ai envoyé tous les fichiers audio et les photos de preuves dans un groupe de discussion avec Jean et la pharmacienne, Sophie. Le téléphone a vibré légèrement. Le mot « envoyé » est apparu à l'écran. Mon cœur était sur le point d'exploser, mais j'ai gardé mon expression de panique, comme si de rien n'était. Luc m'a arraché le téléphone des mains. Il a regardé l'écran et a réalisé ce que je venais de faire. Ses yeux se sont écarquillés. « Espèce de chienne !» a-t-il hurlé, et il a jeté le téléphone sur le carrelage. Crac! Le bruit était assourdissant. Par pur réflexe, je me suis penchée pour le ramasser. Mais un autre coup a frappé mon visage et m'a étourdi. Ma joue brûlait, mes yeux piquaient. Isabella s'est penchée à mon oreille et a chuchoté, comme un serpent. Demain à l'hôpital, je m'occuperai d'Agnès et de toi. Je monterai un scandale d'infidélité pour que Jean te jette lui-même dehors. Tu pourras crier tout ce que tu veux alors. Personne ne te croira. Je me suis mordu la lèvre très fort pour ne pas pleurer. Pas de douleur, mais d'humiliation. J'ai regardé Isabella avec un sourire glacial. Les mots sont sortis comme une fine lame de rasoir. Tu te prends pour la réalisatrice d'un film ? Les réalisateurs aussi se font démasquer. Isabella s'est figée. Une colère a flambé dans ses yeux. Luc a levé la main pour m'attraper par le col, mais j'ai réussi à esquiver. Je me suis précipitée vers la porte d'entrée, zigzagant à travers le salon. Luc courait juste derrière moi. Ses pas étaient lourds. En courant, j'ai crié. Pas un hurlement de panique sans ordre, mais un cri qui ferait que les gens ouvrent leurs portes. « Au secours, Brigitte! Aidez-moi » Brigitte était notre voisine dans la maison d'à côté. Une femme d'âge moyen qui se couchait souvent tard et qui détestait l'injustice. J'ai couru dans son jardin, j'ai frappé à sa porte de toutes mes forces et j'ai pleuré en même temps que je criais pour que tout le quartier entende. « Brigitte, au secours! Mon beau-père essaie de tuer ma belle-mère. Il a des médicaments. Il a des seringues. Aidez-moi. » La porte s'est ouverte. Brigitte m'a regardée, choquée, puis a vu Luc qui courait vers nous. « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe chez vous ?» a-t-elle dit en me tirant derrière elle. Je me tenais là, haletante et tremblante, et j'ai essayé de parler clairement. « Brigitte, j'ai des preuves. Lui et une femme nommée Isabella. Ils prévoient d'aller à l'hôpital ce soir pour tuer ma belle-mère. » J'ai parlé délibérément fort. J'ai entendu les portes d'autres voisins s'ouvrir, des bruits de pas sur l'asphalte, et des gens qui se demandaient ce qui se passait. Je savais que j'avais réussi le plus important. J'avais traîné leur sombre secret au grand jour. Luc s'est arrêté au portail de Brigitte. Son visage était rouge de colère. Mais il n'a pas osé entrer davantage car il y avait maintenant des témoins. Isabella est également apparue mais est restée cachée dans l'ombre près de notre porte. Son regard voulait me manger vivante. Brigitte a pointé Luc du doigt. Sa voix a résonné dans la rue. « Luc, si tu fais un pas de plus, j'appelle la police tout de suite. Ta belle-fille court ici en demandant de l'aide. Qu'est-ce que tu comptais lui faire ?» Luc a marmonné. « C'est une affaire de famille. J'éduque juste ma belle-fille. » Brigitte l'a foudroyé du regard. « L'éduquer ? L'éduquer en la frappant au point qu'elle ait le visage rouge ? L'éduquer en faisant en sorte que les gens crient que tu vas assassiner ta femme ?» Tout le quartier a commencé à chuchoter et à parler. Luc est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il s'est retourné et est parti avec un juron. J'ai emprunté le téléphone de Brigitte et j'ai immédiatement appelé Jean. Mes mains tremblaient, mais ma voix était stable. « Jean, j'ai réussi à tout envoyer. Mon téléphone est cassé. Luc et Isabella prévoient d'aller à l'hôpital ce soir pour tuer maman. » Il y a eu un silence total dans le combiné pendant un instant. Puis j'ai entendu Jean respirer fortement. Sa voix était rauque. « Je les ai reçus. » Je l'ai entendu déglutir. « Où es-tu » J'ai répondu. « Je suis chez Brigitte. » « Ne rentre pas à la maison. Verrouille la porte de la chambre de maman. » Au même moment, à l'hôpital, le téléphone de Jean avait vibré constamment à cause des fichiers que j'avais envoyés. Quand il les a ouverts et a entendu l'extrait audio et vu les photos de l'assurance, je pouvais imaginer son visage pâle et anéanti. Mais il a compris immédiatement. Il est allé voir le médecin et a dit une seule phrase. La phrase qui a décidé du sort de sa mère. « S'il vous plaît, verrouillez la porte de la chambre de ma mère. Quelqu'un va essayer de lui faire du mal ce soir. » J'étais assise chez Brigitte. Mes oreilles bourdonnaient encore du bruit du téléphone brisé. Ma joue brûlait à cause de la gifle, mais mes pensées étaient incroyablement claires. J'ai compris que si j'avais été un seul pas plus lente, sa mère n'aurait eu aucune chance. J'ai attrapé les mains de Brigitte, presque suppliante. « Brigitte, je dois aller à l'hôpital maintenant. J'ai terriblement peur qu'il fasse quelque chose de terrible. »
Brigitte a regardé mon visage, a vu la marque sur ma joue et a grincé des dents. Vas-y, s'il se passe quoi que ce soit, j'alerte tout le quartier. Je ne laisse pas des gens comme ça s'en tirer. J'ai hoché la tête, j'ai emprunté sa veste et j'ai mis la capuche pour ne pas être reconnue dans la rue. Puis je suis sortie en courant et j'ai hélé un taxi en direction de l'hôpital. En chemin, j'ai rappelé Jean depuis le numéro de Brigitte. Il a répondu immédiatement. Il haletait comme s'il avait couru. « Tu es en route ?» J'ai parlé rapidement. « Oui, as-tu reçu les fichiers ?» La réponse de Jean m'a donné des frissons, mais de soulagement. Je les ai. J'ai dit au médecin de verrouiller la porte. Personne ne peut entrer sans mon autorisation. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de garder ma voix calme. Ne quitte pas la porte, Jean. Isabella pourrait se faire passer pour une parente. Jean est resté silencieux un court instant, puis a dit fermement. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, personne ne touchera à ma mère. Je ne vais plus me taire. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le couloir des urgences baignait dans une lumière crue. L'odeur de désinfectant me piquait le nez. En courant, j'ai regardé autour de moi. J'avais l'impression que des centaines d'yeux me surveillaient. Jean se tenait juste devant la porte de la chambre de sa mère. Son dos était appuyé contre le mur. Ses bras étaient croisés et son visage était tendu. Quand il m'a vu, il a fait un pas en avant. Son regard s'est arrêté sur ma joue rouge. Ses lèvres ont légèrement tremblé, mais il n'a pas posé de questions. Il a juste pris ma main très fort, comme pour me donner de la force. J'ai chuchoté. « Je vais bien. Comment va maman ?» Jean a répondu brièvement. Le médecin la surveille, mais cette nuit est décisive. Avant que j'aie pu souffler, j'ai vu une femme mince au bout du couloir. Elle portait une casquette et un masque. Dans sa main, elle tenait un sac anormalement grand. Elle marchait vite. Pas la rapidité désespérée de quelqu'un qui rend visite à un malade, mais la rapidité de quelqu'un qui veut se faufiler devant le poste de garde avant que quiconque ne s'en aperçoive. Je l'ai reconnue immédiatement, même si son visage était caché. Le style et la façon dont ses yeux balayaient l'endroit étaient exactement ceux d'Isabella. Mon sang s'est glacé. J'ai tiré le bras de Jean et j'ai chuchoté très bas. « C'est elle. » Jean a tourné la tête. Son regard s'est assombri. Isabella s'est approchée de la porte et a pris une voix aussi douce que possible. « Excusez-moi, je vais juste dire bonjour à Agnès. Je suis de la famille. » Je me suis avancée et je me suis mise en travers de son chemin, sans crier, mais assez fort pour que les gens à proximité entendent. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Isabella m'a regardée. Ses yeux ont montré un éclair de surprise, mais ensuite elle est redevenue calme. Ses lèvres ont esquissé un sourire en coin. « Je rends visite à ma parente. Qui êtes-vous pour me le demander ?» J'ai répondu. « Je suis sa belle-fille, et je sais exactement qui vous êtes. » Isabella a ri cyniquement. « Belle-fille, vous vous surestimez. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. » Jean n'a pas attendu. Il s'est jeté en avant et a arraché le sac de la main d'Isabella. Elle a crié « Mais qu'est-ce que vous faites, bordel ? Rendez-le-moi !» Jean a ouvert le sac sous les yeux de tout le monde. À l'intérieur se trouvaient plusieurs petites ampoules, un jeu de seringues neuves et une bouteille sans étiquette. Tout le couloir a retenu son souffle. J'ai clairement entendu quelqu'un marmonner. « Mon Dieu, des seringues !» Le visage d'Isabella a blêmi une seconde, avant qu'elle n'essaye immédiatement de récupérer le sac. Sa voix est devenue stridente. « Ce sont mes affaires ! J'allais donner des médicaments à ma parente. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?» Jean a rugi. « Quelle parente ? Qui êtes-vous, bordel, pour amener des seringues ici ?» Juste à ce moment-là, l'ascenseur a sonné. Luc en est sorti. Il a regardé autour de lui. Il a vu le sac ouvert et Isabella qui était retenue. Son visage a changé, mais il a immédiatement crié d'une voix forte, comme pour effrayer tout le monde et imposer le silence. « Pourquoi vous vous disputez ici ?» Le cri était une tentative de nous faire taire. Mais cette fois, Jean n'a pas reculé. Il s'est tenu droit. Sa voix tremblait mais était forte. « C'est nous qui nous disputons ou c'est toi qui cherches les ennuis, papa ?» Luc a grogné. J'ai pointé mon doigt droit sur lui et j'ai articulé chaque mot clairement. « Ce soir, ce n'est pas nous qui faisons des scènes, Luc. Ce soir, c'est toi qui es pris au piège. » Les yeux de Luc se sont écarquillés. Il a sifflé. « Qu'est-ce que tu essaies de manigancer ?» Je n'ai pas discuté. J'ai pris le portable de Jean. J'ai ouvert le fichier audio que j'avais envoyé. Je l'ai fait jouer au milieu du couloir de l'hôpital, sous la lumière crue. La voix d'Isabella s'est fait entendre, cristalline. « Assure-toi juste qu'elle s'endorme paisiblement.
quand tout sera terminé et que la maison sera à mon nom. Et puis la réponse de Luc, froide comme la glace. Il suffit qu'Agnès arrête de parler et l'affaire est réglée. Ces phrases ont résonné dans le couloir. Personne ne pouvait plus m'accuser d'inventer des histoires. Un silence de mort s'est fait. Quelques proches à côté ont mis la main devant la bouche, choqués. Isabella s'est jetée en avant pour prendre le portable, mais les agents de sécurité étaient déjà là et l'ont retenue. Luc a crié comme un animal piégé. « Éteins ça! Éteins ça tout de suite !» Il s'est jeté en avant pour me frapper à nouveau, en plein milieu du couloir. Mais Jean a bloqué la main de son père. Leurs bras se sont heurtés une fraction de seconde. Puis Jean a prononcé la phrase que je savais qu'il lui avait fallu toute une vie pour oser dire. « Ne touche plus jamais à ma femme. » Luc l'a foudroyé du regard. « Tu défends une étrangère contre ton propre père ?» La voix de Jean était rauque. « Je défends une personne qui essaie de sauver ma mère. » Ces mots ont fait se figer Luc, comme s'il venait d'être aspergé d'eau froide. Le médecin de garde et le chef de service se sont précipités. Les agents de sécurité tenaient Isabella fermement. Elle se débattait et sa voix était perçante. « Vous n'avez pas le droit de me retenir !» Le chef de service a répondu froidement. « Vous avez introduit des seringues et des médicaments non identifiés dans un service de soins intensifs. Vous n'avez aucune ordonnance d'un médecin. Nous avons tout à fait le droit de contrôler cela et d'appeler la police. » Quand elle a entendu le mot « police », Isabella a cligné des yeux rapidement et a tourné son regard vers Luc comme pour demander de l'aide. Luc ne pouvait plus crier. Il se tenait là, raide comme une statue. Son regard balayait tout, à la recherche d'une issue, mais plus il regardait, plus il réalisait que les gens autour de lui le regardaient avec horreur. Jean a pris le médecin à part et a dit rapidement « Docteur, s'il vous plaît, verrouillez la porte de maman. Je soupçonne qu'ils essaient d'injecter quelque chose dans sa perfusion. » Le médecin a hoché la tête immédiatement, a fait signe aux infirmières d'augmenter la surveillance et de contrôler strictement qui était autorisé à entrer. Je me tenais devant la porte, le cœur rempli d'inquiétude. Je ne pouvais pas entrer longtemps, mais, à travers la vitre, je voyais ma belle-mère allongée là. Son corps était décharné. Le respirateur clignotait. Je me suis mordu la lèvre et je me suis promis « Maman, je suis là maintenant. Je te promets que personne ne te touchera plus. » Quelques minutes plus tard, la patrouille de police est entrée par les portes. Ils ont recueilli des témoignages sur place, ont dressé un premier procès-verbal pour l'incident et ont pris en charge les seringues, les médicaments non autorisés et le trouble à l'ordre public. Ils ont également demandé à l'hôpital de sécuriser les preuves contenues dans le sac. Isabella a essayé de se défiler. Je n'avais que des vitamines. Je connais le médecin, mais sa défense sonnait creux face aux preuves. Luc a essayé d'intervenir et d'utiliser son statut de mari pour imposer sa volonté, mais la police n'a posé qu'une seule question. « Comment expliquez-vous cet enregistrement audio ?» Luc est resté sans voix. Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai vu la façade de mon beau-père se fissurer. Non pas parce que nous lui tenions tête, mais parce que la vérité avait éclaté dans le couloir aveuglant de l'hôpital. Il n'était plus possible de se cacher. Je me tenais là, à côté de Jean, ce soir-là. Mes mains tremblaient encore. Mais à l'intérieur, il y avait un mélange de chagrin et de détermination. Nous avions réussi à arrêter un couteau juste devant la poitrine de sa mère. Mais je savais aussi que derrière cette porte, la bataille venait seulement d'entrer dans une phase où il n'y avait plus de retour en arrière. Après le moment intense dans la petite salle, Luc et Isabella ont été emmenés par la police. Jean et moi sommes retournés dans le couloir et nous nous sommes postés devant la porte du service de soins intensifs. À travers la vitre, nous voyons ma belle-mère allongée, immobile, entourée de machines qui clignotaient à un rythme régulier. C'est seulement à ce moment-là que j'ai senti que mes jambes ne me portaient plus. Auparavant, j'avais été poussée par l'adrénaline, la peur et la colère. Maintenant que la menace immédiate était écartée, mon corps réalisait à quel point il était terriblement épuisé. Jean se tenait à côté de moi. Sa main était pressée contre la vitre, comme s'il essayait de toucher sa mère. Sa voix était rauque. « Maman, je suis là maintenant. » Je n'ai pas osé prononcer de mots de réconfort, car tout semblait si creux. Je suis juste restée là, à côté de lui, respirant aussi doucement que possible, comme si une expiration trop forte pouvait couper le fil fragile qui retenait la vie de sa mère. Le lendemain matin, la police nous a convoqués pour d'autres interrogatoires. Je pensais qu'ils allaient seulement nous interroger sur les fichiers audio, les vidéos et les papiers d'assurance. Mais quand l'enquêteur a dit « Nous avons besoin d'aide pour rouvrir les anciens dossiers médicaux d'Agnès datant de son AVC il y a 4 ans », je suis restée sans voix. J'ai regardé Jean, qui est devenu livide. Il y a 4 ans, le jour où sa mère s'est effondrée,
le jour où toute la famille a été frappée par la panique. Ce souvenir était gravé dans ma mémoire. J'avais toujours cru que c'était un AVC ordinaire, un risque que courent les personnes âgées. Mais maintenant, les mots « rouvrir les dossiers » semblaient entr'ouvrir une porte sur une obscurité que je n'avais jamais osé approcher. L'enquêteur nous a montré quelques notes initiales. Date d'admission, symptômes, médicaments prescrits à la sortie. Puis il a dit sans détour. Il y a certaines choses ici qui ne collent pas. Nous avons convoqué le médecin-chef qui l'a traité à l'époque pour un avis. Quelques heures plus tard, le médecin est arrivé. Il a longuement regardé les dossiers et a soupiré lourdement. Je ne peux pas le garantir à 100%, mais le cas présente certainement des incohérences. Avant son AVC, la patiente montrait des signes de fatigue chronique, une perte de poids importante, des vertiges, et ses valeurs hépatiques et rénales n'étaient pas bonnes. Si une patiente, pendant cette période, a reçu une dose incorrecte de médicaments ou a continuellement ingéré des substances inconnues, le risque d'AVC augmente de façon exponentielle. En entendant cela, un frisson glacial a parcouru mon échine. Encore des médicaments. Toujours des médicaments. Je me suis soudain souvenu des bouteilles sans étiquette, des petits paquets de poudre blanche, de toutes les fois où Luc avait insisté pour apporter lui-même le bol de soupe dans sa chambre. Des fois où il m'avait repoussé avec les mots « Je le fais moi-même ». Pendant ces 4 années, j'avais cru qu'il était juste un homme strict et autoritaire. Mais si cela ne s'était pas produit que récemment, qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que ma belle-mère n'avait pas seulement été exposée à des dangers ces derniers mois. Elle avait être été empoisonnée en silence bien avant cela. Jean s'est affalé sur la chaise en face du policier. Il s'est tordu les mains jusqu'à ce que ses jointures blanchissent et, d'une voix à peine audible, « Vous voulez dire que ma mère était déjà empoisonnée à l'époque ?» Le médecin n'a pas confirmé le mot « empoisonné » directement. Il a seulement dit une chose qui a coupé le souffle dans la pièce. Si quelqu'un administre délibérément des substances inappropriées à petite dose sur une longue période, les dommages s'accumulent dans le corps et, finalement, ils s'effondrent. J'avais la gorge sèche. La chose la plus effrayante dans ce monde n'est pas un coup qui tue instantanément, mais quelque chose qui tue lentement. Laisser la victime mourir en silence pendant que le coupable peut hausser les épaules et dire « C'était juste la maladie ». Plus tard dans l'après-midi, l'enquêteur nous a informé qu'Isabella avait commencé à parler pour tenter de réduire sa peine, et ses aveux nous ont, Jean et moi, plongés au fond de l'océan. Isabella avait dit d'une voix amère. Agnès savait que Luc avait poussé Akane dans l'eau. C'est pour ça qu'elle devait être réduite au silence. Au début, ce n'était que des menaces. Mais au bout d'un moment, il a commencé avec les médicaments. Quand j'ai entendu le nom de Hakan, mes oreilles ont bourdonné. Les paroles d'Isabella dans la chambre de Luc n'étaient pas des menaces en l'air. C'était un secret bien réel, et ma belle-mère le connaissait. Je me suis souvenu de mes premières années en tant que belle-fille. Plusieurs fois, en la lavant, elle m'avait regardé intensément. Son regard était lourd, comme si elle voulait dire quelque chose. Une fois, elle avait essayé de taper du doigt sur le bord du lit, en un rythme, comme un code. À l'époque, j'avais juste pensé qu'elle était agitée à cause de la douleur. Un autre jour, en la nourrissant, elle avait regardé le bol, puis moi. Ses yeux s'étaient remplis de larmes. À ce moment-là, je m'en étais voulu, pensant qu'elle était déprimée. Maintenant, je comprenais. Elle avait être peur. Peur parce qu'elle savait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir. Peur que la personne avec qui elle vivait ne veuille plus jamais qu'elle ouvre la bouche. Et tant qu'elle respirait, elle était une menace. Quand Jean a entendu les aveux, il s'est levé et a frappé violemment du poing contre le mur du couloir. Sa main saignait, mais il n'a pas crié de douleur. Il a seulement réussi à prononcer une phrase déchirante. Papa a donc essayé de l'assassiner pendant 4 ans. Je me suis précipitée pour le retenir, craignant ce qu'il pourrait faire, mais je tremblais moi-même. La douleur pour ma belle-mère était immense, mais pour Jean, c'était 100 fois pire. Qui, dans le monde entier, peut supporter de réaliser que son propre père est celui qui a poussé sa mère vers l'abîme, année après année? Vers le soir, la police nous a fait écouter des extraits de l'interrogatoire de Luc. Au début, il était encore inflexible et essayait de nier. Mais lorsqu'il a été confronté à la vidéo, aux enregistrements audio, aux assurances, aux reconnaissances de dettes et aux aveux d'Isabella, il s'est effondré. Il a hurlé d'une voix rauque. Chaque mot semblait cracher avec du sang. « Je voulais juste la paix. Elle portait ce secret. Je n'ai rien fait de mal. Je voulais juste qu'elle se taise. » Entendre le mot « se taise » m'a fait frissonner. Quel genre d'homme fait tout pour que sa femme se taise de manière permanente, si ce n'est parce qu'elle a été témoin de son crime? J'ai regardé Jean.
Il ne pleurait plus. Ses yeux étaient rouges mais secs comme un désert. Il a seulement secoué la tête lentement et a chuchoté. Donc, pendant ces 4 ans, maman n'a pas seulement souffert physiquement. Elle a aussi été forcée de supporter que son propre mari planifie sa mort. J'ai eu l'impression que mon cœur se brisait. L'enquêteur a terminé par une phrase qui a bouleversé toute l'histoire. Nous allons rouvrir l'affaire concernant la mort de Hakan il y a quelques années. Si nous trouvons des preuves, d'autres chefs d'accusation pour meurtre s'ajouteront. J'étais assise en silence total. À ce stade, il ne s'agissait plus seulement d'une femme sur le point d'être assassinée pour une maison. Il ne s'agissait plus seulement d'infidélité. C'était une longue chaîne de crimes empilés les uns sur les autres comme une boue putride. Et ma belle-mère était la personne qui avait été enterrée vivante dans sa propre maison pendant 4 ans. Ce soir-là, nous nous tenions à nouveau devant les portes du service de soins intensifs. J'ai regardé sa mère à travers la vitre. Elle avait les yeux fermés. Son visage était paisible, comme si elle dormait simplement. J'ai promis intérieurement. Maman, je ne sais pas combien de terreurs tu as été forcée d'avaler ces 4 dernières années. Mais je te promets que je ne laisserai plus jamais la vérité être enterrée. Les jours suivants, j'ai vécu dans une sorte de torpeur. Le jour, je faisais des allers-retours entre l'hôpital et le commissariat. Je remplissais des papiers, organisais des prélèvements et lisais de vieux dossiers médicaux. La nuit, dès que je m'allongeais, j'étais réveillée par le bruit du plastique sur lequel j'avais marché par accident dans l'armoire, par la phrase « juste une seringue de plus » et par le regard de ma belle-mère, comme si elle avait essayé de transmettre un dernier message. Jean était différent. Il ne montrait presque plus aucune émotion. Il est devenu silencieux, ne parlait pas beaucoup, mais je savais qu'une pierre gigantesque pesait sur son cœur. Une pierre qui était en train de l'écraser lentement. Un père est un père, mais une mère est aussi une mère. Dans cette histoire, ces mots se trouvaient sur des côtés opposés, comme s'ils s'étaient battus en lui. Un après-midi, la police a appelé et nous a demandé de venir pour régler les derniers détails avant que l'affaire ne soit déférée pour une mise en examen. Je pensais qu'il s'agissait simplement de signer des papiers et de confirmer nos dépositions. Mais le policier a dit « Luc a demandé à vous parler pendant 5 minutes dans une salle surveillée. » J'ai regardé Jean. Il était silencieux. Je savais qu'il ne voulait pas le voir. Mais finalement, il a hoché la tête très lentement, comme quelqu'un qui sait qu'il doit entrer dans une pièce sombre, même s'il sait qu'elle cache quelque chose de terrible. On nous a conduits dans une petite pièce, une table et 2 chaises. Luc a été amené ensuite. En quelques jours seulement, il ressemblait à un tout autre homme. Le visage gris, les cheveux en désordre, les épaules affaissées. Mais le plus effrayant, c'est que ses yeux portaient encore des traces d'obstination, comme un homme qui n'a pas encore reconnu ses fautes, seulement le fait d'avoir été pris. Il a regardé Jean, puis moi. Ses lèvres ont bougé plusieurs fois avant qu'il ne tombe soudainement à genoux. Ses genoux ont heurté le sol avec un bruit sourd. J'ai sursauté. Jean s'est figé. Luc pleurait. Les larmes coulaient. Sa voix s'est brisée. Cela semblait si sincère. Jean, mon fils, je n'en revenais pas. L'homme qui, toute sa vie, n'avait su que gronder, rabaisser et crier, était maintenant à genoux et pleurait. Pendant une courte seconde, j'ai pensé qu'il regrettait peu, être vraiment. Qu'il se souvenait peu, être enfin que la femme qui gisait mourante à l'hôpital était en fait sa femme. Mais avant que mon cœur ne s'adoucisse, sa phrase suivante a atterri comme une gifle glaciale. « Jean, retire ta plainte. Je suis ton père. » Tout le corps de Jean a eu un sursaut. Il est resté immobile pendant plusieurs secondes sans respirer. Puis il a éclaté d'un rire rauque. Pas un rire joyeux, mais un rire rempli de vulnérabilité. « Donc, tu ne penses encore qu'à toi. » Luc a rampé un peu plus près, les mains jointes, d'une voix suppliante. « J'ai fait une erreur, Jean. J'ai perdu la tête. Retire ta plainte. Quand je rentrerai à la maison, c'est moi qui m'occuperai de maman. Je le promets. » En entendant le mot « m'occuper », j'ai failli rire. S'occuper comment? Avec de la poudre blanche? Avec des seringues? Avec des assurances-vie? Jean a baissé les yeux sur son père. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était incroyablement calme. Les mots sont tombés, lourds comme des blocs de pierre. « Tu es mon père, mais maman est ma vie. » Entendre cela m'a donné des frissons. Pas de peur, mais parce qu'une ligne très claire venait d'être tracée dans le sable. Une ligne qui ne pourrait plus jamais être franchie. Luc a hoqueté, incapable de croire que son fils osait lui parler ainsi. Il a grogné. « Tu choisis de défendre cette étrangère plutôt que ton propre père. » Jean a répondu immédiatement.
Je défends ma mère et je défends la vérité. Luc s'est tourné vers moi. Ses yeux brûlaient. Les larmes avaient miraculeusement séché, remplacées par la haine familière. Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui as détruit cette famille. Si seulement tu t'étais mêlé de tes affaires, tout irait bien maintenant. Je l'ai regardé. Plus de peur. Toute ma peur avait été consumée par ses coups, ses menaces, et les nuits où sa mère avait failli mourir étouffée. J'ai répondu extrêmement calmement, car je savais que le calme était l'arme la plus puissante contre un tyran. Ce n'est pas moi qui l'ai détruite. C'est toi qui l'as fait. Tu l'as détruite le jour où tu as considéré la vie humaine comme quelque chose qui pouvait être échangé contre de l'argent. Luc a écarquillé les yeux, prêt à cracher un autre juron. Mais le garde a frappé à la porte et a annoncé que le temps était écoulé. Luc a rapidement changé de ton et a essayé d'attraper la main de Jean. « Mon fils, je t'en supplie, Jean. Si je vais en prison, tu perdras ton père. Les gens se moqueront de toi. » Jean a retiré sa main. Sa voix était étranglée mais ferme. « Si les gens se moquent de moi, je m'en fiche. Mais si maman meurt parce que je reste silencieux à côté, ça, je ne pourrai jamais l'accepter. » Juste à ce moment-là, on a entendu un cri dans le couloir. Isabella était escortée et nous a aperçus dans la pièce. Elle a hurlé comme une folle. « Tout est une question d'argent. Ne jouez pas les saints. De quoi vivriez-vous sans argent, bordel ?» Sa voix était pleine de désespoir et de haine, comme si elle voulait entraîner le monde entier dans la boue pour que personne ne puisse se tenir plus haut qu'elle. Je me suis levée et je l'ai regardée à travers la vitre de la porte. J'ai parlé assez fort pour qu'elle entende, mais sans crier. Pour de l'argent, on peut acheter une maison, mais on ne peut pas acheter une conscience. Isabella est restée silencieuse un instant avant de rire froidement. « Ta conscience? Tu peux la manger ?» Je n'ai pas répondu. Certaines questions n'ont pas besoin de réponse. Il suffit de vivre sa vie. Le temps donnera les réponses à la place. Les policiers nous ont demandé de mettre fin à la rencontre. Luc a été relevé. Il a résisté un peu. Ses yeux étaient injectés de sang. On ne savait pas si c'était de remords ou de haine. Il a jeté un dernier regard à Jean. Dans ce regard, il n'y avait rien du pouvoir qu'il avait exercé en tant que père. Rien de la fierté qu'il avait eue en tant que chef de famille. Il n'y avait que du vide et un désespoir absolu. Comme un homme qui réalise enfin qu'il a brûlé ses propres ponts. Luc a été emmené. Isabella a également été emmenée dans une autre direction. Le couloir du commissariat est revenu à son calme habituel. Mais pour Jean et moi, tous les sons semblaient lointains. Nous sommes restés silencieux, sans rien dire. Plus de cris, plus de jurons, plus de scènes théâtrales, juste les lourds battements de cœur dans nos poitrines et la douloureuse prise de conscience d'une terrible vérité. Les prières n'étaient pas pour le pardon, mais pour éviter la prison. Et les larmes qui coulaient n'étaient pas par amour pour quelqu'un d'autre, mais par pitié pour soi-même. Après la soirée où nous avons arrêté la tentative de meurtre, sa mère a été immédiatement transférée en soins intensifs. Le médecin nous a parlé d'une voix très basse, comme s'il craignait que chaque mot ne brise notre dernière lueur d'espoir. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Mais les lésions à son foie et à ses reins sont trop étendues. Son corps a subi cela bien trop longtemps. J'ai entendu la phrase « a subi cela bien trop longtemps » et j'ai eu mal à la poitrine. Il s'est avéré que ces 4 années au lit n'étaient pas seulement la souffrance d'une maladie, mais un enfer de décomposition lente, jour après jour, dans sa propre maison. Jean se tenait à côté de moi, le regard fixé droit devant, les lèvres serrées, comme s'il retenait quelque chose qui allait bientôt se briser. J'ai pris sa hande. Elle était glaciale. Aucun de nous ne pleurait. Peut-être parce que nous savions tous les deux que derrière la vitre, sa mère se battait pour chaque respiration. Et nous étions impuissants, dehors. Les jours suivants, Jean et moi nous sommes relayés à son chevet. Parfois, son ventre semblait un peu moins gonflé après que les médecins aient drainé le liquide. La voir un peu plus légère me donnait parfois de l'espoir, mais cet espoir était fragile comme une flamme dans le vent. Sa respiration était toujours lourde. Ses lèvres restaient bleues, et ses mains étaient glaciales. Je fixais les chiffres sur les moniteurs, j'entendais les bips réguliers, et je craignais que le son ne se transforme un jour soudainement en un bip long et continu. Et puis le silence. Un matin, alors que je lui tamponnais le visage, elle a soudainement ouvert les yeux, lentement. Son regard n'était pas aussi trouble qu'avant. Il était un peu plus clair, comme celui de quelqu'un qui vient de se réveiller d'un très long et épuisant sommeil. Elle m'a regardé très longtemps, si longtemps que j'ai cru lui avoir fait mal par inadvertance. J'ai chuchoté rapidement. « Maman, tu as mal quelque part ?» J'appelle l'infirmière. Elle n'a pas répondu.
Seule sa main décharnée s'est levée en tremblant et a touché la mienne. Puis elle a serré ma main très faiblement, comme si elle avait peur de me faire mal, mais aussi peur de disparaître si elle lâchait prise. Ses lèvres ont tremblé. Les mots semblaient venir du plus profond de sa poitrine. Ne hais personne, Élise. Vise une belle vie. Je me suis figée. J'ai eu une boule dans la gorge et mes yeux ont brûlé. Nous avions été belle-mère et belle-fille pendant de nombreuses années. Parfois, notre relation n'avait pas été la meilleure. Parfois, des malentendus étaient survenus à cause de la fatigue. Parfois, j'avais été en colère contre elle parce qu'elle se taisait pendant que son mari se comportait comme un dictateur. Mais à son tout dernier moment, les mots qu'elle m'a laissés n'étaient pas un appel à la vengeance. Ce n'était pas de la colère, pas une demande de réparation. C'était juste. Vise une belle vie. Cela semblait si léger et pourtant si lourd que j'osais à peine respirer. Jean venait d'entrer dans la chambre. Quand il a vu que sa mère avait ouvert les yeux, il est immédiatement tombé à genoux à côté du lit, la tête baissée. Sa voix s'est brisée. « Maman, pardonne-moi, c'est Jean. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. » J'ai vu ses épaules trembler, mais il a essayé d'étouffer ses sanglots pour ne pas l'inquiéter. Agnès a secoué faiblement la tête, comme pour dire « ça ne fait rien ». Puis elle a regardé Jean une dernière fois. Ce regard a duré plus longtemps que lorsqu'elle m'avait regardé. C'était la dernière caresse d'une mère à son fils, remplie d'un amour pur et de pitié. Personne n'a eu le temps de dire quoi que ce soit de plus. Soudain, un son strident et continu du moniteur a traversé la pièce. Ce son fin et froid qui a coupé toutes les conversations inachevées. La ligne sur l'écran, qui montait et descendait juste avant, s'est maintenant étirée en une ligne plate. Les médecins et les infirmières se sont précipités à l'intérieur et nous ont fait sortir de la chambre. Jean s'est agrippé au bord du lit, les yeux écarquillés, incapable de comprendre. Je suis restée figée. Mes pieds semblaient cloués au sol. J'ai entendu les médecins crier, j'ai entendu des pas rapides, le bruit des machines, mais tout semblait venir de très loin. Cela résonnait comme un trou noir gigantesque qui venait de s'ouvrir dans ma poitrine. Quelques instants plus tard, le médecin est sorti et a hoché la tête lentement. Les mots n'étaient pas nécessaires, j'ai tourné mon regard vers Jean. Il n'a pas crié. Il s'est simplement effondré sur le sol devant la salle. Il a caché son visage dans ses mains et s'est enfoncé dans un silence effrayant. Le silence d'un homme qui vient de perdre sa mère et qui réalise qu'il l'a perdue de la manière la plus douloureuse qui soit. Qu'elle lui a été arrachée délibérément et qu'elle a disparu juste au moment où il avait réalisé la vérité. L'enterrement a eu lieu sous un crachin typique de novembre. Il ne pleuvait pas beaucoup, juste une bruine constante qui ressemblait à un sanglot silencieux. Jean était agenouillé près du cercueil de sa mère. Son dos était droit, mais ses épaules étaient lourdes. Je me tenais à ses côtés. En regardant sa photo, j'ai réalisé pour la première fois à quoi elle ressemblait quand elle était en bonne santé. Ses yeux étaient chaleureux. Ses lèvres reposaient dans un doux sourire. Je me suis demandé si elle n'avait pas été poussée à avoir cet AVC ce jour-là, si elle n'avait pas eu à vivre dans la terreur ces 4 dernières années, aurait-elle eu quelques années de paix de plus à vivre? Mais dans la vie, il n'y a pas de si. La vie est seulement faite de ce qui s'est passé et de ce que nous devons accepter. Quelques mois plus tard, le procès a commencé au tribunal. Jean et moi étions assis sur les bancs du public, tout au fond. Luc et Isabella étaient sur le banc des accusés. Lorsque le procureur a lu l'acte d'accusation, chaque mot est tombé lourdement. Tentative de meurtre, violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et escroquerie à l'assurance. Des parallèles ont également été établis avec l'ancienne enquête sur Akan, qui était maintenant rouverte. J'ai observé Luc. Il ne restait rien du beau-père arrogant qui avait l'habitude de régner à la maison. Il fixait simplement le vide devant lui. Isabella essayait encore d'argumenter avec son avocat, mais sa voix n'était plus tranchante. Elle semblait juste paniquée et stressée. Lorsque le verdict est finalement tombé et qu'ils ont été emmenés par les gardes, il n'y a pas eu de drame. Seulement le bruit des menottes qui cliquetaient faiblement, froidement, dans la salle d'audience. Je pensais que je me sentirais satisfaite, mais non. Dans mon cœur, je ne ressentais qu'un vide glacial, car même si la loi punissait les coupables, ma belle-mère ne reviendrait jamais. La justice était arrivée à temps pour fermer la porte au mal, mais pas assez vite pour sauver quelqu'un qui avait déjà beaucoup trop souffert. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie à la maison devant la photo de sa mère. La flamme vacillait doucement et se fondait dans la pénombre, comme un dernier adieu. J'ai chuchoté si bas que seul moi pouvais entendre. « Je n'ai pas réussi à te garder en vie, maman, mais j'ai au moins réussi à sauver ta vérité.